Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, je suis très heureuse puisque presque 2 ans après le début de ce podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir une avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation sur le podcast. En la personne de maître Marie-Paule Melka. Alors Marie-Paule a commencé par être avocate à la Cour, elle a prêté serment à Lyon en 2007, avant de venir s'installer à Paris, d'exercer au sein de cabinets au Conseil, puis de s'installer comme avocate au Conseil à son tour en 2019. Un grand merci à maître Jenny Wazek qui m'a chaudement, très chaudement recommandé Marie-Paule. Ce qui m'avait fait sourire puisque il se trouve que Marie-Paule est une auditrice du podcast et que on avait échangé ensemble un petit peu par message LinkedIn interposé. Je me souviens même de mon premier échange avec Marie-Paule qui avait spoté une coquille, une petite faute d'orthographe dans une de mes publications et qui me l'avait fait remarquer et je l'avais remerciée pour son œil de lynx. Et donc voilà, ce sont des recoupements, en tout cas moi, qui me font sourire et qui me font très plaisir. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. À la semaine prochaine. Bonjour Marie-Paule Melka. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci pour votre invitation. Alors racontez-moi Marie-Paule, comment et pourquoi vous êtes devenue avocat au Conseil? Alors, du coup c'est long. Parce qu'il y a avocat puis avocat au Conseil. Alors je vais dire avocate au Conseil. D'accord, avocate. C'est bien, ça me plaît. Voilà. Alors... Il faut vraiment revenir en arrière. Donc, j'ai fait des études de droit. Oui. Pourquoi ? Alors, par hasard. Grand classique. En fait, moi, j'ai commencé après mon bac. J'ai fait un tout petit passage à Sciences Po Paris. Un semestre, en fait, de septembre à janvier. Et puis, j'ai vu que ça ne me convenait pas vraiment. Qu'est-ce qui ne convenait pas ? C'était un mélange de plein de choses, en fait. Déjà, je quittais mes parents. J'habitais seule à Paris pour la première fois. Les cours n'étaient pas exactement ce que j'avais imaginé. Ça me semblait, en tout cas de prime abord, être un peu touffu, faire beaucoup de choses et pas une chose de façon approfondie. Et puis j'ai rencontré des gens très bien là-bas, mais pas que, évidemment. Et moi, j'y étais quand il y avait ce projet de faire rentrer des gens de ZEP par un concours un peu différencié. Et ça avait créé beaucoup d'émoi. Et cet émoi m'avait, ému négativement. Je ne comprenais pas trop pourquoi ça a créé autant de difficultés. Et voilà, il y avait tout un... Je ne sais pas, on nous avait dit vous êtes l'élite, enfin des choses que je ne comprenais pas, qui n'étaient pas vraiment en accord avec ce que moi j'étais venue chercher. Moi je voulais a priori devenir journaliste ou travailler dans les RH à l'époque. Et voilà, ça m'a pas convenu, je l'ai vu assez vite. Il y avait beaucoup de bachotage aussi, ça je m'y attendais pas. Il y avait des choses très intéressantes, on faisait des exposés, etc. Mais aussi beaucoup de bachotage. Donc j'ai voulu arrêter sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Donc je suis allée voir mes parents. Je leur ai dit je veux arrêter. Ils étaient très heureux, comme vous pouvez l'imaginer. Surtout que Sciences Po Paris, oui. C'est tellement prestigieux et tout que dire qu'on arrête Sciences Po Paris, je pense que ça doit pas arriver tous les 4 matins. Non, alors quand je ai dit que j'allais partir, il y avait une sorte de vague de gens autour de moi qui avaient dit ah, nous aussi, et puis finalement personne n'est parti à part moi. Mais j'ai vu la directrice des études qui m'a dit la porte vous sera toujours grande ouverte si vous voulez revenir, etc. Mais voilà, ça me correspondait pas en tout cas à ce moment-là de ma vie. Ça n'a pas été facile effectivement, plus bizarrement avec mon frère qu'avec mes parents. Mon frère était désespéré de me voir partir. Grand frère, petit frère. Grand frère, oui. Grand frère. Et mes parents, non, pour eux, ça n'a pas été extrêmement facile, mais ils m'ont suivi. En revanche, ils étaient très préoccupés par ce que j'allais faire, puisque c'était janvier, les inscriptions étaient terminées partout, etc. Et moi, je leur ai dit, je vais aller faire de l'humanitaire. Alors ça n'a pas du tout plu à mon père, qui m'a dit, si tu pars, tu reviendras jamais. Donc c'est un peu dommage. Et je lui ai dit, alors je vais m'inscrire en philo. Il m'a dit, pareil, je crois que ça ne va pas être aller en philo comme ça en cours d'année, juste pour suivre des cours, parce que je vais y aller en auditeur libre, ça m'intéresse, je vais faire bac littéraire. Donc j'aimais bien la philosophie, etc. Et il m'a dit, non, c'est vraiment une bêtise. Je vais te trouver une place. Donc il connaissait un peu des gens à la fac de droit. Et donc je suis rentrée en fac de droit en milieu de première année. Donc je suis passée en deuxième année en conditionnel, enfin c'était tout un truc. Donc un truc, en fait, un placement surtout pour assurer le papa, quoi. Oui, à cette époque-là complètement, en me disant bon ce sera quand même pas trop loin de ce que j'ai fait à Sciences Po, donc je devrais pouvoir suivre. Et du coup un passage tout de suite en deuxième année ? Non. Alors si en fait, j'ai fait valider tout mon second semestre, puis j'ai passé avec les rattrapages ou en juillet ou
les épreuves du premier semestre partiellement, parce que j'avais pas pu tout passer. Et donc, comme j'avais eu 70% des UV ou quelque chose comme ça, j'ai pu passer en deuxième année, avec en deuxième année une partie de la première année à faire. Ok, donc en fait, vous avez fait quasiment votre première année en arrivant sur le tard, via cette intervention de votre papa qui vous a permis d'arriver en fac de droit. Et à cette arrivée, du coup, au tout début, vous avez apprécié ce deuxième semestre de droit? Enfin, Alors, je sais pas. je me rappelle très bien que la première fois que je suis allée en TD, c'était un TD d'introduction au droit civil, je ne sais plus, sur les tutelles, et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je fais là? Je me suis trompée, il faut pas que je reste là, etc. Puis j'ai vite rencontré des gens très sympathiques. Et puis surtout, il y avait du droit constitutionnel, que j'aimais bien, qui était quand même plus proche de ce que j'avais fait à Sciences Po. Et j'avoue qu'en fin de première année, j'ai pas beaucoup travaillé, et j'ai eu mon année, ce qui m'a fait penser que c'était des études où je pouvais réussir sans travailler, et à l'époque, c'était un critère pour moi. C'est vrai. Donc, ce qui s'est totalement révélé être faux ensuite. Hein, mais la première année, quand on sort de Sciences Po, on a beaucoup bachoté à Sciences Po pendant un semestre, effectivement, c'est moins difficile. On a beaucoup acquis de méthodes de travail, même en un semestre, qu'on peut tout de suite redéployer. Et donc, je suis passée en deuxième année. Là, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que je me suis rendu compte qu'en droit, il fallait travailler. Et ça a été la grande découverte pour moi en deuxième année. En revanche, j'ai beaucoup aimé. J'aimais le droit pénal, j'aimais le droit administratif. J'étais nulle à l'époque en droit administratif, mais j'aimais beaucoup. Et j'aimais à peu près tout, le droit civil, tout me plaisait, le droit des obligations, j'adorais ça, la procédure civile. Enfin, pour le coup, j'ai beaucoup aimé, mais je détestais l'aspect amphi. J'allais demander, quid de la culture d'université parce que du coup, Sciences Po, il y avait eu un départ en partie du fait de la culture Sciences Po, et du coup, quid de la culture université? J'étais un peu surprise, en fait, en arrivant là-bas. J'ai aimé quand même la liberté, mais vraiment, j'étais quand même assez refroidie par les amphis. Donc moi, j'y allais moyennement, parce que ça me semblait pas apporter grand-chose par rapport au fait de disposer des polycopiés. Et en revanche, en TD, ça dépendait des profs. Et autour de moi, j'avais des gens très travailleurs. J'ai rencontré des gens assez travailleurs qui m'ont fait comprendre que c'était bien de travailler aussi. Et donc, j'ai aimé, mais pas assez pour pouvoir continuer. Donc, je voulais partir du droit au bout de deuxième année. Oui, je suis un peu... Finalement, j'ai un parcours hyper linéaire, mais ça a failli ne pas l'être à chaque fois. Parce que je voulais partir en sociaux. Et pourquoi? Je trouvais ça plus intéressant d'aller sur les causes des phénomènes sociaux que... je trouvais finalement le droit un peu, pas vain, mais impuissant à analyser et à modifier les choses. J'ai peut-être un peu changé d'avis depuis, mais en tout cas, voilà, je me disais, je ne sais pas, plus de recherche, J'avais l'impression qu'en tout cas, à ce moment-là des études de droit, on apprenait beaucoup par cœur. On n'allait pas forcément réfléchir aux origines des règles de droit. Voilà, je manquais un petit peu de réflexion, on peut dire ça comme ça. Et puis finalement, par un hasard, j'ai découvert qu'il y avait un diplôme de droit public qui existait, un magistère de droit public qui venait de se lancer. Et pour le coup, j'aimais beaucoup le droit public. C'était un peu en rapport avec l'intérêt général, les rapports avec l'administration, etc. Et je me suis dit, bon, je pose un dossier, sachant que j'avais des très mauvaises notes en droit public. Enfin, très mauvaises, pas très bonnes. Et je me suis dit, si je suis prise, j'y vais. Je laisse un peu le destin faire. Et j'ai été prise, parce que le diplôme était récent, et que par ailleurs, j'avais d'assez bonnes notes dans les autres matières. Et finalement, quand on est un bon juriste, on est censé pouvoir l'être dans tous les domaines. Et donc voilà, j'ai suivi ce magistère. Et là, votre papa a dû se dire ouf. Oui, il était très très content que je rentre dans ce diplôme, parce qu'en plus, du coup, il n'y avait plus d'amphi, parce qu'il avait quand même compris que ça m'allait pas, les amphis. C'était très bien, c'était des cours, on était 25 à peu près. Des cours très professionnalisants, avec des professionnels. Alors pour le coup, ça ne répondait pas à mon besoin un peu intellectuel d'aller au fond des choses, etc. En revanche, le côté pratique, ça me plaisait beaucoup. On faisait des vrais dossiers, on faisait comme si on était dans un tribunal, chacun jouait un... Oui, mais si la préoccupation, elle est sur concrètement comment est-ce qu'à travers ce que j'apprends, je peux changer le monde. C'est vrai. Que ce soit l'aspect recherche, c'est-à-dire aller chercher plus les causes, etc., que l'aspect pratique, c'est-à-dire, ok, je vois le dossier, la situation d'où on part et où est-ce qu'on arrive via notre intervention comme juriste. Donc si cette réflexion, c'est celle-là, celle de comprendre en fait vraiment concrètement à quoi on sert, quoi, et de voir son impact, ça répond, l'aspect pratique y répond d'une certaine manière. Oui, ça a dû être ça, parce que ça m'a tout de suite plu, j'ai vraiment adoré. Du coup, il y avait des stages, enfin voilà, c'était assez tôt dès la licence, en maîtrise, donc on était sur l'ancien système. Donc j'ai fait ça 2 ans, ça s'est très bien passé. Au bout de la deuxième année, donc il y avait un stage. Je suis allée en cabinet d'avocat, pensant que j'avais mon a priori, c'était que je ne voulais pas du tout devenir avocate.
Et je me suis dit, je vais y aller pour me confronter et me confirmer une fois pour toutes que je ne veux pas être avocate. Et j'y suis allée, et alors là, ça a été... je suis tombée sur un très bon maître de stage, très sympathique, qui était à l'opposé de ce que j'imaginais. Je ne sais pas pourquoi j'avais des clichés un peu sur la profession d'avocat. Et voilà, quelqu'un de très bien, qui m'a formée, qui m'a fait... C'était un cabinet où il y avait un associé en droit public, mais il y avait aussi d'autres matières, de droit des étrangers, de droit civil. Donc j'ai fait pas mal de choses. Et ça m'a beaucoup plu, si bien que j'ai passé le concours, enfin l'examen d'avocat cette année-là. C'était quoi vos a priori ? Je pensais que c'était une profession très dure, un peu requin, où c'est très difficile de trouver des gens à peu près normaux et qui, je sais pas, les rapports humains me semblaient très difficiles. Alors, pour partie, ça correspond à une certaine réalité, hein, mais en tout cas, j'en avais peut-être fait une généralité, alors que j'ai découvert qu'il y avait des gens tout à fait en dehors de ça et que la part des cabinets dans lesquels c'était vraiment difficile n'était peut-être pas aussi importante que ce que j'imaginais, en tout cas. Et voilà, on m'a respectée tout de suite, alors que j'étais stagiaire et que c'est pas toujours facile. Après, moi, j'étais une bonne stagiaire, je travaillais bien, je pense aussi... j'ai vu des stagiaires, moi, après, quand j'étais avocate. On peut comprendre l'agacement parfois aussi, hein, je dis pas. Mais en tout cas, ça a été vraiment une révélation, parce que je me suis dit, j'aime le droit, et finalement, j'aime aussi la profession d'avocat, donc j'ai passé l'examen. Et ça s'est bien passé ? Oui, j'ai eu de la chance, hein, parce que je l'avais pas beaucoup préparé, et que je suis tombée ou sur des matières que je connaissais, ou j'ai eu pas mal de chance, quoi. Je suis tombée en droit social sur le peu de choses que je connaissais du droit social. J'avais vraiment appris l'actualité, je suis tombée dessus. Et j'ai eu une très bonne note en droit public, ce qui m'a compensé un peu des notes plus difficiles, notamment en droit civil. Et voilà, j'ai fait l'école d'avocat. C'était la première année où on passait à 18 mois. Ah non, donc j'ai pas fait l'école d'avocat tout de suite, je vous dis une bêtise. J'ai fait 1 an de master de recherche. Parce que j'avais quand même toujours une voix qui me disait c'est peut-être la recherche quand même ton truc. Ouais. Et donc j'ai fait ce qui était un DEA à l'époque, où je sais pas si c'était un master, mais bon. En droit public aussi. Et ça vous a plu ? J'ai adoré, mais j'ai compris tout de suite que... Enfin, tout de suite. J'ai quand même eu en tête qu'a priori, j'étais pas forcément faite pour faire une thèse. Parce que je suis impatiente de nature. Ouais. Et que je ne pouvais pas continuer à travailler toujours sur le même sujet pendant des années. Mais je vous dis ça, je me suis quand même inscrite en thèse, mais un peu poussée par les profs. Parce que donc j'ai fait un mémoire sur la discrimination positive, ce qui était quand même un renvoi à ce que j'avais vu à Sciences Po. Le fait de ne pas vouloir un concours complémentaire, ça m'a été toujours resté dans la tête qu'un jour j'étudierais cette question de discrimination positive, parce que j'étais un peu partagée sur le fait de savoir si c'était une bonne chose ou pas. Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus, j'ai adoré. Et j'ai adoré parce que c'était une année un peu légère en termes d'études. À part mon mémoire, j'avais peu d'heures de cours, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé à côté. C'était une année extrêmement enrichissante. Donc j'avais reporté l'examen d'avocat. J'ai fait ensuite l'école. Comme tout le monde, l'école, pas un souvenir impérissable, on va dire. L'école, l'aspect théorique surtout, vraiment pas des bons souvenirs, franchement. Et les stages ? Les stages, j'ai fait mon PPI à la Cour administrative d'appel, où j'avais déjà été assistante de justice. Donc ça, c'était assez naturel et ça s'est très bien passé. C'était très enrichissant d'être de l'autre côté et de comprendre un peu comment ça fonctionnait la juridiction administrative. Et puis après, dans un cabinet d'avocats, où ça s'est globalement bien passé. Il y a eu quelques petits accrochages, mais globalement... C'était un peu moins le paradis, mais c'était quand même pas... C'était bien quand même. Les gens étaient sympathiques, le travail était intéressant, etc. Après, je voyais que c'était pas forcément ce genre de cabinet dont je voulais, et de toute façon, eux ne voulaient pas de moi. On était 2 stagiaires, il y avait plus ou moins une place à la sortie. Et assez vite, il s'est dégagé que la place serait pas pour moi, ce qui honnêtement m'arrangeait. Parce que je sais pas si j'aurais su refuser non plus, si on m'avait proposé. Mais toujours est-il qu'on m'a fermé la voie et que ça m'allait. Et assez vite, en revanche, j'ai été contactée par une avocate auprès de laquelle j'avais été recommandée par le directeur du magistère que j'avais suivi. Mmh. Et une avocate avec qui ça s'est pour le coup... Donc c'est là que j'ai commencé ma première collaboration, à Lyon. Et oui, c'est parce que... Je vous ai pas dit. Non, donc en fait, vous êtes rentrée à Lyon après Sciences Po. D'accord. Mes parents habitent à Lyon. Ouais. Et j'allais dire, cette recommandation par le directeur du magistère à cette avocate, c'est parce que vous lui aviez dit que vous cherchiez une collaboration ? C'est parce que... En fait, c'était c'est quand même, comme c'est une toute petite formation, on suit un peu les gens. Donc, il savait que je sortais de l'école d'avocat. Il savait pas si j'avais une collaboration ou pas. Mais elle, cherchant quelqu'un, il a pensé à moi en disant, en tout cas, il y a elle qui sort cette année de la promotion, va la voir. Et puis voilà, elle m'a contactée, je l'ai vue, ça a été tout de suite... je
pas dire un coup de foudre, mais vraiment, j'ai senti quelque chose de très positif. Et donc, j'ai commencé ma collaboration là-bas pendant 1 an. Ouais. Et alors, cette première année? Alors, très belle année. Après, c'était une avocate qui mettait tout de suite dans le grand bain, mais vraiment tout de suite. Donc j'ai des souvenirs assez terribles d'audience où je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas de quoi il retourne. J'ai beaucoup acquis en autonomie cette année-là, donc c'est très bien. Après, c'est un peu violent sur le moment. Je me rappelle un soir à Nantes, dans ma chambre d'hôtel, à essayer de préparer une plaidoirie, mais sans savoir si vraiment on va me donner la parole et quand, parce que c'était de l'expropriation, je ne connaissais pas du tout la procédure. Et c'était vraiment un cauchemar. Donc des moments un peu difficiles, mais quand même globalement, en tout cas pour ce qui me concerne, parce qu'il y avait un autre collaborateur avec qui ça s'est moins bien passé, donc c'est vraiment, moi je dis toujours, hein, c'est vraiment de l'intuitu personnel, donc un associé qui ne convient pas à quelqu'un, ça ne veut rien dire pour un autre, voilà. Oui, en fait, je suis d'accord. Moi, je pense que j'ai beaucoup évolué de position sur ce sujet-là, notamment grâce au podcast, en rendant compte à quel point une relation et un projet professionnel peut convenir à une personne et pas du tout à une autre. Après, c'est vrai que bon, quand statistiquement il y a des situations terribles qui se répètent et que voilà, bon, on peut un petit peu plus essentialiser le problème, mais effectivement, faut faire une grande distinction. Enfin, il y a deux relations et ça peut se passer complètement distinctement pour deux collaborateurs pour des raisons qui sont différentes, quoi. Oui, voilà, je crois déjà que les rapports hommes-femmes jouent pas mal là-dedans. Ouais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler avec le même sexe ou le sexe opposé, ou à l'inverse. Et puis après, il y a aussi vraiment des questions de personnes et de finalement ce qu'on attend d'une personne ou pas, elle l'a pas. Enfin voilà, par exemple, c'était quelqu'un qui avait besoin de gens extrêmement autonomes du coup, et un peu presque kamikaze quoi. Et tout le monde ne l'est pas. Et donc pour d'autres, c'était très très violent et voilà. Donc en tout cas, moi ça s'est très bien passé. Mais pourquoi que 1 an alors? Parce qu'après, je suis tombée amoureuse de mon mari qui habite à Paris. L'amour. Voilà. Et j'ai pas hésité très longtemps, d'autant que lui avait un fils à Paris. Donc la question ne s'est pas posée de où on va vivre. La seule question, c'est est-ce que je viens à Paris ou pas. Et donc très vite, j'ai trouvé que c'était la bonne personne et donc j'allais vivre à Paris. Je suis toujours mariée avec lui. Et je croyais naïvement, parce que vu ce qui s'était passé à Lyon, que ce serait très facile de trouver une collaboration. D'abord, j'avais un CV pas trop mal. Et puis, le droit public, c'est quand même plutôt une matière qui est relativement porteuse. Surtout, là, je vous parle de 2007. 2008, pardon. Et là, j'ai commencé à voir que c'était difficile à Paris à l'époque. En tout cas, et je crois savoir que ça l'est à nouveau, mais de trouver une collaboration. Et tout le monde me disait, vous avez un super CV, mais il n'y a pas de place. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que c'était difficile. Et donc là, j'ai eu un moment un peu difficile où finalement quelqu'un m'a dit quelqu'un cherche quelqu'un un collaborateur. J'y suis allée et là, ça ne m'a pas convenu du tout. Pourquoi? Alors parce qu'on m'avait dit, vous allez faire du droit public, vous allez faire du droit de la délégation des services publics. Ce qui m'intéressait, c'était un peu pointu, mais je m'étais dit pourquoi pas. Et en fait, je me retrouvais à faire du CPH à Pontoise, du tribunal d'instance à Versailles. Je passais ma vie dans les transports. C'était voilà, ça ne me convenait pas du tout. Si bien que j'en suis partie sans avoir rien après, alors qu'on allait se marier. Donc, vous partez, vous quittez Lyon, vous arrivez à Paris. La recherche, déjà, ne serait-ce que pour ce premier poste... En fait, j'ai cherché quand j'étais à Lyon encore. Vous avez cherché, donc, d'accord. J'ai cherché à partir de septembre et j'ai trouvé quasiment quand je suis arrivée en janvier-février à peu près. Okay. Ça a pris quand même quelques mois. Ouais. Que je n'attendais pas surtout, donc ça a été un peu angoissant. Et ensuite vous commencez, et puis en fait tout de suite vous voyez que ça marche pas. Voilà. Donc vous êtes parti au bout de combien de temps? Peut-être un mois. Enfin j'ai vite vu que c'est ça raisonnable. Pas. Ouais. Et sans rien avoir derrière, dans une ville qui n'est pas la vôtre. Et avec un mariage à préparer, donc plein de dépenses donc on voyait notre compte, que de l'argent qui sortait, rien qui ne rentrait en tout cas de mon côté. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, j'ai un peu mis de côté ma vie professionnelle pendant, je sais pas, 2-3 mois et j'ai fait les faire-part du mariage. Enfin, je me suis occupée du mariage, ce qui était super, j'aurais jamais pu. Donc, j'ai fait beaucoup de travaux manuels, quoi. C'était très bien pour moi qui était peut-être un peu pas là-dedans trop souvent. Et avec une inquiétude sur, du coup, ce temps non passé à travailler en début de carrière ou non? Non, parce que c'était quand même court et je me disais que ça pouvait, entre guillemets, se masquer, tant que c'était assez court. Et puis je postulais pendant ce temps, ce que j'ai pas dit, oui, c'est que je postulais. Et alors là, du coup, j'avais ouvert totalement, puisque j'avais quand même des besoins financiers. Donc je cherchais partout, en collectivité, en entreprise. J'ai passé un certain nombre d'entretiens.
Et en gros, souvent on me disait, en gros, vous êtes surqualifié, parce que du coup, effectivement, je cherchais gestionnaire de marché public, enfin un peu tout. Et donc c'était un peu difficile, parce que ce pourquoi j'étais qualifiée, j'avais du mal à trouver, et puis le reste, j'étais entre guillemets surqualifiée. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps pour le coup, puisqu'après, l'associée pour laquelle je travaillais quand j'étais à Lyon, quand j'ai quitté Lyon, elle m'a tout de suite proposé de parler avec son avocat au conseil, de parler de moi. Et moi, j'étais très orgueilleuse à l'époque et je lui ai dit non, moi, je veux pas de piston, je vais me faire par moi-même, j'ai pas besoin, etc. Et puis, quand cette situation est devenue un peu plus difficile, je suis allée pleurer chez elle en lui disant finalement, si vous voulez parler à votre avocat au conseil de moi, ça En m'arrangerait. plus, là, c'est du piston acquis par le mérite, Oui, parce c'est que c'est du piston d'une personne qui nous a recrutés hors piston Absolument. et qui a apprécié notre travail et qui donc nous recommande. Non, mais rétrospectivement, c'était une erreur, hein. Ouais. Mais voilà, je pense que j'avais envie de montrer aussi que j'étais capable par moi-même, etc. Il faut accepter l'aide qui nous Mais est bien offerte. sûr, mais c'était une erreur. J'ai perdu 1 an dans cette affaire. Et j'ai eu beaucoup d'angoisse et tout. Enfin, c'était une année difficile. Alors que, honnêtement, 1 an plus tôt, certainement, j'aurais été recrutée et ça m'aurait évité cette année un peu. Apprendre ses erreurs. Et puis, j'ai pu préparer très bien mon mariage. Voilà. Ça a été un beau mariage. Oui, évidemment. Et la perspective d'intégrer un cabinet d'avocats au conseil. Alors, en vrai, je crois que jusqu'à ce que je rencontre mon mari qui travaille dans le droit, je ne connaissais même pas l'existence de cette profession. Mais moi, j'ai compris hyper tard que c'était 2 professions distinctes. Ouais, moi, je ne savais même pas. Enfin, en fait, je n'avais aucune affaire qui était montée en cassation. Donc, je n'avais pas vent qu'effectivement, il aurait fallu avoir un avocat au conseil, etc. Mais mon mari connaissait un peu parce que lui, il travaille de temps en temps avec des avocats au conseil. Il m'avait dit tout de suite, tu devrais essayer là-dedans. Et moi, je me rappelle très bien lui avoir dit, tu rigoles ou quoi? Tu crois que je suis compétente pour aller travailler chez ces gens-là? Ce qui, aujourd'hui, avec le recul, est un peu rigolo. Mais vraiment, pour moi, ça me semblait une montagne infranchissable, ne serait-ce que d'être collaboratrice là-bas. Parce que l'exigence intellectuelle, parce que le caractère sélectif, qu'est-ce qui vous semblait insurmontable? Un mélange de tout, en fait. Alors, pour dire la vérité, moi, je voyais à peu près ça comme les notaires dans ma tête. C'est-à-dire, ce qui n'est pas complètement faux, c'est des offices... simplement, l'un est public et les offices ministériels d'avocats au conseil ne sont pas publics. Mais pour moi, c'était une profession... C'est comme ça que je la voyais. Hein. Fermée, dans laquelle il fallait rentrer, évidemment, soit parce qu'on était de la famille, soit parce qu'on connaissait vraiment bien quelqu'un. Je pensais aussi effectivement que j'avais pas forcément le niveau. Je me disais, moi, je fais mes études à Lyon. C'est très parisien, enfin partiellement parisien comme milieu. Et puis je me disais, je suis pas sûre que je vais y trouver humainement ce que je cherche moi dans ma relation au travail, etc. J'avais l'image de gens très froids, très voilà. J'avais énormément de clichés qui correspondent pas vraiment à la réalité. Mais voilà. Et donc, l'associée pour qui j'avais travaillé a contacté cet avocat au conseil, qui est devenu mon mentor, qui a été une grande rencontre dans ma vie, rencontre professionnelle et amicale même. Et dès qu'on s'est vu, ça a été très fluide, il était très drôle. Mais il m'a tout de suite dit, j'ai pas de place pour vous, tout de suite. Donc, si vous voulez, je vous donne quelques dossiers, parce que alors, c'est comme ça que ça fonctionne chez les avocats au conseil. Soit on travaille vraiment pour l'avocat au conseil comme un collaborateur, comme dans un cabinet d'avocat à la cour, soit il y a un certain nombre de gens qui travaillent partiellement un peu, qui font quelques dossiers. C'est souvent par exemple des gens qui font des thèses ou parfois même des profs de droit quand c'est sur des points précis. Et il m'avait dit, voilà, je peux vous donner quelques dossiers. En freelance, quoi. Voilà, exactement. Et je m'étais dit, c'est toujours ça de gagner. Parce que, Vous étiez encore avocate? j'étais Vous étiez inscrite au barreau, ouais. Donc les charges qui courent et tout. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Absolument. Oui, non, c'était. Donc j'étais très contente de trouver une source de revenus, même pas hyper élevée, mais c'était toujours mieux que rien. Et hasard, quelques temps après que je commence à travailler avec lui. Bon, je suis un petit peu passée par un autre cabinet d'avocats au conseil aussi. Ah non, mais faut rien passer. Il y a en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, non, quand il m'a dit, j'ai pas de place pour vous, je vous donne quelques dossiers. Il m'a dit, en revanche, écrivez, il y avait à l'époque 60 charges d'avocat au conseil à Paris. Il m'a dit, écrivez aux 60, vous faites un courrier à chacun pour dire que vous souhaitez travailler en droit public, etc. Donc je l'ai fait, j'ai pris ma petite... Alors, c'était quand même dactylographié, mais j'ai écrit sur chaque enveloppe, et ça, j'ai fait les 60. Les 60 m'ont répondu, parce que c'est un milieu où globalement on répond aux deux. Ouais, alors, c'est pas évident. Non, et ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, au moins c'est des gens éduqués, qui ont ce respect pour les candidats, et j'ai vraiment apprécié quand même c'était beaucoup de réponses négatives. Mais dans tout ça, il y a eu une réponse positive de quelqu'un qui cherchait un collaborateur. Donc en fait, vous avez cumulé une collaboration dans ce cabinet
et du freelancing pour cet avocat conseil? Alors, non, à ce moment-là, du coup, j'ai mis un peu entre parenthèses le freelancing parce que je me disais, je rentre dans une collaboration, je vais essayer de m'y consacrer pleinement. C'est un avocat au conseil aussi très bien, avec moins de rapports, proches, mais quelqu'un de très bien. Mais à qui je n'ai pas convenu, on peut le dire ça comme ça. C'est presque une révélation, ça, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que je suis partie, alors pas poussée à la porte quand même, mais disons qu'un jour on avait fait une sorte de point sur ce qui allait, ce qui allait pas, et il m'avait dit vous allez trop vite dans les dossiers, vous creusez pas assez. Moi, ce que je veux, je me rappelle toujours qu'il m'avait dit ça, c'est que ça ressemble à des conclusions de rapporteur public. Sauf que moi, j'avais 1 an de barre, donc et je crois que ce que je fais aujourd'hui, c'est toujours pas des conclusions de rapporteur public. Et voilà, je pense qu'il avait un niveau d'exigence très élevé en réalité, et il réécrivait tout, mais tout. Et je lui avais dit, écoutez, moi je suis mal à l'aise parce que vous réécrivez absolument tout. Soit moi, quoi, il m'avait répondu non, je garde vos faits. Donc je lui avais dit, je sais pas si ce serait pas la même chose si j'étais votre stagiaire. Et donc c'est moi aussi qui étais mal à l'aise vis-à-vis de lui, si bien que quand l'autre avocat au conseil pour lequel j'avais fait du freelancing m'a contacté parce que lui il perdait un collaborateur, il avait besoin de quelqu'un, je lui ai quasiment tout de suite dit oui. Donc il y a eu freelancing, collaboration et ensuite recollaboration. Voilà, globalement. Exactement. Et quand je l'ai quitté, cet avocat au conseil, je lui ai dit, vous savez, ça n'allait pas trop. Il m'a dit, ah si, quand même, j'avais quelques espoirs pour vous. Voilà. Mais bon, je crois qu'effectivement, il avait trop d'attentes en réalité par rapport à ce que je pouvais donner à l'époque. Et c'est quelque chose que j'ai retenu, moi, parce qu'effectivement, après, quand on a soi-même des stagiaires ou des collaborateurs, etc., on oublie parfois ce qu'on a été soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas faire des mémoires quand on débute, et c'est normal, en fait. Voilà. Donc après, je suis rentrée dans cette collaboration. Du coup, vous l'avez mal vécu, cet échec de relationnel, de... Non, parce que déjà, quasiment personne ne l'a su. Comme je vous dis, c'est presque une info. Et puis, c'était quand même pas... Non, parce que j'avais autre chose. Et surtout, je m'étais dit, visiblement, il y a quelqu'un pour qui je travaille, qui est aussi avocat au conseil, et à qui ce que j'écris convient. Donc, ça doit être une façon de faire qui n'est pas... Non, comme c'était en même temps, j'ai convenu à quelqu'un et je n'ai pas convenu à quelqu'un d'autre, je me suis pas remise en cause, sincèrement. Ça m'a fait un petit peu douter quand même, mais pas profondément. Et très vite, comme ça s'est très bien passé dans l'autre collaboration, vraiment très bien, je me suis dit qu'effectivement, je ne lui convenais pas, mais que ça voulait pas dire que je n'étais pas faite. Oui, il m'avait dit, je crois pas que la profession d'avocat au conseil soit faite pour vous. Oh là là. Mais c'était pas méchant aujourd'hui, je le revois Non, encore. c'est pas méchant. Mais bien sûr que c'est pas méchant, mais en fait, c'est fou le nombre de petites phrases qui peuvent être prononcées et qui peuvent faire tellement de mal. Même quand elles sont pas prononcées avec une intention particulière de nuire ou... Non, mais voilà, ça peut tellement essentialiser quelqu'un alors que c'est juste par rapport à... C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que c'est juste la vie de cette personne et que c'est pas la vie de tout le monde et que c'est pas genre quelque chose de définitif et d'essentialisant. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que vous, en parallèle, vous aviez cette autre collaboration avec une personne avec qui ça se passait très bien et où, du coup, voilà, vous avez pu avoir et garder confiance dans la qualité de votre travail. Oui. Bon, j'avais quand même un peu des doutes, hein. J'avais pas assez d'expérience pour... Mais pas en tout cas à me dire... Au pire, je me dis, si ça marche pas, je vais faire autre chose, etc. Mais... je me sentais pas incompétente en tout cas. Et donc là, la voie s'ouvre vraiment vers avocat au conseil, quoi. Avocat normal, c'est un peu passé derrière. Alors franchement, c'est pas si évident parce qu'en fait, quand on travaille chez des avocats au conseil, on est avocat à la cour toujours, on est inscrit au barreau, on est collaborateur, c'est comme une collaboration chez un avocat à la cour. Et en proportion, il y a très peu de gens collaborateurs. D'abord, il y en a peu tout le monde ne veut pas devenir avocat au conseil en tout cas. Je vais vous expliquer la formation, c'est un peu difficile. Et puis tous ceux qui veulent n'y arrivent pas non plus. Donc, pour tout vous dire, au début, moi, non, je me suis dit, j'ai trouvé le job de mes rêves. Je me suis dit, j'adore la personne avec qui je travaille. J'adore les dossiers qui me sont confiés, qui étaient, comme c'est des dossiers qui montent en cassation, c'est souvent quand même des dossiers ou importants, ou qui posent une question majeure, etc. Et ils m'étaient confiés, alors que je savais très bien que dans un cabinet d'avocat à la cour avec mon année de barre, j'en aurais vu au mieux une partie en faisant des recherches, mais jamais on m'aurait confié, sous la supervision bien sûr, mais en tout cas jamais on m'aurait laissé commencer par moi-même à réfléchir à comment on peut essayer de casser un arrêt sur des questions importantes de droit des contrats ou des choses comme ça. Donc j'accédais à des dossiers auxquels j'aurais jamais accédé. Je trouvais que j'étais bien payée. Les horaires étaient un peu difficiles, mais finalement on est à Paris, voilà, c'était pas pire qu'ailleurs.
Et j'ai commencé à avoir des enfants aussi à ce moment-là. J'ai eu 2 enfants et ça s'est très bien passé, ce qui était aussi ma crainte, comment ça va se passer. Et ça a été formidable. Tout ça a été accueilli avec beaucoup de respect, même de joie. Et voilà, le cabinet était heureux pour moi. J'ai été augmentée en revenant de congé maternité, ça quand même, je pense que Il faut le souligner. Voilà, et voilà, j'en suis toujours consciente, je n'ai pas oublié. Et voilà, non, ça a été des années formidables. Et au bout d'un certain temps, voilà, donc l'avocat au conseil pour qui je travaillais m'a dit, vous voudriez pas quand même essayer de faire l'IFRAC. L'IFRAC, c'est l'Institut de formation et de recherche des avocats au conseil. C'est la formation pour devenir avocat au conseil. Et je me rappelle lui avoir dit, oh, pour moi, c'est l'Everest, ce que vous me dites, j'y arriverai jamais, c'est très difficile, j'ai mes jeunes enfants, etc. Et il m'a dit, visez l'Everest, au pire vous aurez le Mont Blanc. Ce qui est une phrase que j'ai retenue pour longtemps. Et donc j'ai tenté. Et alors en fait, j'ai d'abord tenté la conférence du stage, qui est un concours de plaidoirie, un peu comme il y a au barreau de Paris, sauf que c'est très juridique. Et la première année, je l'ai tenté, j'ai été éliminée au 2e tour. Mais j'ai commencé à connaître des gens, et puis ce milieu me plaisait de plus en plus, effectivement. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce milieu, qui vous plaît ? Qui vous plaisait déjà alors ? Ce milieu, faut peut-être pas que je fasse de généralité, mais en tout cas, j'y trouvais des gens très intéressants, des gens qui adoraient le droit comme moi, beaucoup de vivacité intellectuelle. Voilà, par exemple, la conférence du stage, ça reste... Donc après, je l'ai refaite et j'ai gagné, je sais pas comment on dit, enfin, été élue première secrétaire. Donc après, l'année d'après, j'ai fait élire des nouveaux secrétaires et donc j'ai encore participé. Donc finalement, j'ai fait 3 ans. Et franchement, c'était des moments formidables où on parlait droits de l'homme. En fait, ça consiste après à peu près à refaire des plaidoiries de grands dossiers de l'année précédente devant la CEDH, la Cour de justice, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est toutes les affaires un peu médiatiques, on les refait là-bas, etc. Et c'est formidable en fait d'avoir à écouter des gens voilà, qui ont beaucoup de talent oratoire souvent. Donc vraiment la conférence pour moi c'est un des meilleurs souvenirs de cette formation. Et voilà, j'aimerais avoir le temps d'y aller encore aujourd'hui. Honnêtement, j'ai rarement, mais enfin, en l'occurrence, ça avait été suspendu pendant la crise, mais j'aimerais y retourner. Et souvent, je parraine. On peut être parrainé par en tout cas, vous m'avez été recommandé par Jenny, voilà, que vous avez parrainé dans la préparation de ce concours. Donc, exactement. Effectivement, c'est encore un milieu avec lequel, une épreuve avec laquelle vous êtes connecté. Tout à fait. Mais vraiment, je trouve que et j'invite les gens qui nous écoutent à se porter candidat parce qu'il suffit d'avoir une maîtrise de droit. Donc c'est très ouvert. Il y a des élèves avocats, il y a des donc master 1 maintenant, pardon. Et vraiment, ça suppose surtout d'essayer d'aimer le droit et d'aimer l'art oratoire. Et on a des retours, donc on apprend beaucoup. Moi, j'ai vraiment, entre mon premier discours, ça s'appelle, et le dernier, vraiment, il y a un monde, grâce à tout ce que j'ai appris à l'écoute des autres, avec les commentaires qu'on m'a fait, etc. Vraiment, c'est une très belle école de l'art oratoire, du droit. Enfin, voilà, je ne dirai jamais assez de bien de la conférence du stage. Ouais. Et donc, vous passez la conférence du stage une première fois, vous êtes éliminé au premier tour. Deuxième, quand même. Au deuxième tour, pardon. Et vous repassez ? Alors, je ne repasse pas tout de suite, en fait, parce que, en fait, donc, la formation de l'IFRAC, je vais essayer d'être claire, c'est une formation qui se déroule en 3 ans. Et à la fin des 3 ans, on doit avoir fait 2 fois la conférence. Quand on veut, on peut l'avoir fait 2 fois avant, on peut la faire en 2e et 3e année, en 1re et 3e. Donc moi, je l'ai fait 1 fois avant et 1 fois en 3e année. Et donc ça, c'est vous déterminer un peu en fonction de vos contingences personnelles. Et la formation elle-même, c'est des cours donc qui se passent à l'ordre des avocats au conseil, qui sont donnés par des avocats au conseil, et qui portent sur la cassation civile, pénale et administrative. Puisque l'idée, c'est qu'à la fin, quand vous passez le CAPAC, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au conseil, l'examen se déroule avec des épreuves dans chaque matière. Donc vous devez à peu près être capable, alors évidemment on a tous des majeurs un peu, mais on doit à peu près être capable de faire un mémoire en civil devant la Cour de cassation, un mémoire en pénal et un mémoire devant le Conseil d'État, et puis à peu près savoir connaître les ordres juridiques. Il y a un grand oral qui est vraiment de la culture juridique générale sur les juridictions suprêmes françaises, européennes, etc. Et voilà, donc c'est des cours, c'est peu prenant, c'est je crois 2 heures par semaine, mais à côté en fait il faut travailler chez un avocat au conseil à partir de la 2e année, c'est même une obligation,
faire une sorte de stage, mais enfin, ça, c'est pas un stage, vous êtes rémunéré normalement, etc. Parce qu'il y a des appréciations par semestre de stage, voilà. Donc il y a... D'où le côté très mentorat, non ? Oui, il y a quand même... Il y a un peu des écuries, on va dire ça comme ça. Après, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler pour un avocat au conseil parce que c'est là qu'on apprend à faire des mémoires et à faire des moyens de cassation, etc. Et après, c'est sûr que si vous êtes un peu vu dans un cabinet comme, voilà, il y a des gens un peu repérés, on va dire, on vous aide, on vous permet ou pas d'ailleurs de faire, parce que la difficulté principale, c'est qu'en gros, vous êtes supposé être compétent dans une matière et qu'il va falloir que le cabinet dans lequel vous travaillez veuille bien vous donner des dossiers dans d'autres matières où forcément vous allez être moins rapide, moins rentable, vous allez être beaucoup plus recorrigé, voilà. Parce que, évidemment, quand vous Parce qu'il faut se former aux fameuses 3 matières. Voilà. Et donc, de toute façon, tout se fait toujours sur la supervision, évidemment, de l'avocat au conseil, mais évidemment, quand vous avez une matière que vous traitez depuis 10 ans, le travail pour lui de révision n'est pas le même que quand vous vous mettez au pénal. C'est vraiment une culture différente, hein, ces histoires d'écurie, de... Non, mais je veux dire, je comprends que c'est avec des grosses guillemets, Oui, mais... voilà. Non, mais je veux dire, on est quand même dans une culture différente parce que du coup, par rapport à cette histoire de mentorat, le mentorat des cabinets d'avocats à l'égard des jeunes avocats, il est quand même très facultatif en fonction de l'appétence des avocats à vraiment faire monter, prendre sous leurs ailes, enfin, à vraiment s'investir dans cet aspect de formation. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire qu'il y a plus de culture, justement comme il y a cette histoire de longue préparation de 3 ans, avec le fait que de toute façon, ce qu'on apprend, on ne peut l'apprendre que au sein du cabinet, au conseil auprès duquel on travaille. D'ailleurs, c'est une obligation dans le cadre de cette formation. J'ai l'impression, ce que j'entends, mais c'est peut-être complètement déformé, que du coup, il y a plus cette culture de, effectivement, des personnes qu'on va faire monter, dans lesquelles on va vraiment s'investir pour qu'elles puissent avoir ce concours. Alors oui et non, quoi. En termes de culture, certainement, ça infuse plus quand même, effectivement, ne serait-ce que parce qu'il y a effectivement cette formation, voilà. Après, c'est quand même très variable en fonction des personnes, hein. Je pense que y a quand même des collaborateurs d'avocats au conseil qui ont beaucoup de difficultés à être aidés, à faire la formation. Enfin, beaucoup. Il y en a un certain nombre, en tout cas. Franchement, voilà. Moi, je connais les cabinets dans lesquels je suis passée, hein. Les autres, je ne peux pas en juger. Ce qui est sûr, c'est que un certain nombre de cabinets ont effectivement en tête d'essayer de faire en sorte que leurs collaborateurs ne viennent eux-mêmes avocats au conseil. Maintenant, quelle est la proportion de ces cabinets, de ces personnes ? Honnêtement, j'en sais rien. Ouais. Et c'est intéressant aussi cette histoire de que la conférence soit un passage obligatoire. Oui. En plus, c'est doublement intéressant parce que une fois qu'on est avocat au conseil, c'est beaucoup d'écrits par rapport à l'oral. Très peu. Voilà, il y a très peu de plaidoiries. L'idée, c'est qu'il faut quand même que les fois où on plaide, on soit quand même en capacité de le faire, parce que les jours où on va plaider, grosso modo, c'est devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ou une formation de section au Conseil d'État ou des choses comme ça. Donc, en gros, je pense qu'il y a l'idée pour le standing, quoi. Bah, il faudrait pas que ce soit des gens qui soient complètement incapables de s'exprimer et surtout de trouver à peu près le ton juste, qui est pas toujours facile. Et donc, il faut l'avoir fait 2 fois. Voilà. Alors après, pas obligé de gagner, mais il faut l'avoir fait. Il faut avoir fait. En fait, il y a 3 tours. Il faut avoir fait le premier tour consistant en 2 discours qui sont en fait des plaidoiries sur 2 sujets qu'on choisit librement, dans la position qu'on choisit librement, parce qu'évidemment il y a un défendeur, un demandeur et ce qu'on appelle un rapporteur public avocat général, donc quelqu'un de plus objectif. Donc voilà, il faut avoir fait. Et je sais que les gens, moi c'est pas mon cas, moi j'ai fait du théâtre, etc., mais les gens timides, pour eux c'est un petit peu se faire violence, mais je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas été un minimum satisfait de l'avoir fait. Ne serait-ce que d'avoir satisfaction personnelle de dire j'ai réussi à parler devant du monde sur un sujet important et voilà, j'ai réussi à combattre cette timidité. Et beaucoup de gens quand même progressent, ça vraiment c'est indéniable. Et voilà, non, c'est encore une fois une expérience que vraiment, honnêtement, quand on vous dit il va falloir le faire 2 fois, on se dit oh là là, moi j'avais mes enfants, je me disais oh là là, c'est parce qu'il faut y aller toutes les semaines. Ça me semblait extrêmement gênant et voilà, preneur de temps. Je me disais j'ai autre chose à faire, etc. Et franchement, dès que j'y ai mis les pieds, vraiment, je pense que de toutes mes études au sens très large, c'est vraiment largement le meilleur souvenir. En plus, j'y ai fait des rencontres formidables de gens qui sont des amis très proches aujourd'hui. Parce qu'en plus, à travers les discours, je trouve qu'on voit beaucoup la vérité des gens. Et donc ça m'a permis de rencontrer des gens que j'estime beaucoup. Et voilà, je trouve que tout le monde y trouve quelque chose.
Voilà, c'est des moments importants, je trouve. Et donc tout ça dans cette préparation pour atteindre l'Everest, quitte à n'avoir que le Mont Blanc. Mais en Voilà. tout cas, je voudrais revenir sur, puisque vous avez dit quand vous avez évoqué cet avocat au conseil avec qui vous avez commencé à travailler, que tout de suite, voilà, il y a eu une vraie rencontre, une personne que vous appréciez vraiment humainement, etc. Qu'est-ce qui vous a autant marqué dans sa personnalité et qu'est-ce qui a fait de cette relation une relation si spéciale et si favorable, enfin si positive? Alors déjà, donc c'était le premier avocat au conseil que je rencontrais, la première fois, puisque même quand il m'a dit je peux vous donner que quelques dossiers. Et donc il a totalement brisé en à peu près 3 secondes tout ce que j'imaginais de mes a priori sur les avocats au conseil. C'est-à-dire, il m'a accueilli avec un grand sourire. Je sais plus, on a dû discuter de mon parcours, etc. Mais je me rappelle qu'on a beaucoup ri, vraiment. Mon mari m'attendait à la sortie et il m'a dit comment c'est passé. Je lui ai dit on a beaucoup ri. Et voilà, c'était un moment vraiment hyper agréable ce moment-là. Et après, pourquoi? Parce que humainement, c'est quelqu'un de très bien, vraiment. J'ai appris beaucoup de leçons humaines. Auprès de lui, j'ai beaucoup appris aussi en droit et sur la façon de. J'ai appris beaucoup sur la gestion d'un cabinet, des clients. Voilà, il m'a beaucoup transmis sans rien dire, juste en le voyant faire. Mais humainement, il m'a donné. Voilà, il m'a appris. Par exemple, il me disait des phrases que j'avais jamais entendues. Il me disait un patron, il a des devoirs vis-à-vis de ses collaborateurs. Moi, c'était quelque chose que voilà, j'avais jamais entendu avant. Il me disait toujours que voilà, quand on a eu de la chance dans la vie, il faut tendre la main vers ceux qui en ont eu moins. Enfin, non, c'était vraiment. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est aujourd'hui un ami et qui voilà, avait aussi de la profession une vision que je partageais sur sa nécessaire évolution. Parce que si j'avais autant de clichés sur cette profession, et pour partiellement faux, c'est parce qu'elle était très pas cachée, mais personne. Enfin, moi, je persiste à penser que c'est voilà, c'est une profession qui, ça n'engage que moi, hein, ne s'ouvrait pas assez vers le monde en général, juste pour expliquer ce qu'elle était en fait. Et du coup, ça crée un peu des clichés. Et lui, il avait cette idée qu'il fallait beaucoup s'ouvrir vers le monde juridique en général, les autres. Et voilà, sa vision de la profession, même par rapport aux juridictions. Enfin voilà, je partageais sa vision. Et j'ai vraiment beaucoup appris auprès de lui. Et donc, il vous a encouragé à être plus ambitieuse? Que je ne l'étais? Ouais. Oui, c'est sûr. Moi, comme je vous dis, j'avais trouvé, entre guillemets, ce que j'estimais être le bon job. Voilà. Et lui me disait, non, il faut aller plus loin, etc. Et moi, je lui disais, j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin, je suis bien là où je suis. Et lui me disait, mais vous êtes faite pour ça. Et c'est vrai que j'aimais, parce que je me disais, c'est une profession. Enfin, j'aimais, mais je me disais, finalement, comme collaborateur, on y touche partiellement à cette profession. Et en fait, un jour, j'ai compris qu'on n'y touchait vraiment que partiellement. D'abord parce que les dossiers, nous, on les prépare, mais c'est pas nous qui les portons véritablement. Ils sont relus, ils sont réécrits, etc. Et puis, surtout, j'ai compris qu'il y avait une grosse différence, c'est qu'on était collaborateurs, en fait. Et donc, on n'était pas le patron. Et que donc, on n'avait pas de prise sur la destinée de l'endroit où on était. Et j'avais un jour, je me rappelle très bien, je me suis dit, je suis dans un bateau où je n'ai pas le gouvernail. Le gouvernail. Et je suis emportée là où j'ai pas forcément envie d'aller moi. Mais comme j'ai pas le gouvernail, c'est normal, je ne peux rien y faire. C'était à l'occasion d'un dossier? Alors il y a eu ça aussi, j'avais oublié cette affaire, vous m'y faites penser. Il y a 2 choses qui m'y ont fait penser. D'abord parce que le cabinet a traversé, on va dire, quelques épreuves, etc. Et qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas forcément ceux que j'aurais fait, en termes un peu de management, etc. Et puis, vous avez raison que ça a joué ce jour-là. Un jour, justement, l'avocat que j'appréciais beaucoup m'a fait venir et m'a dit, voilà, on va prendre un dossier. Alors, voilà, je vais respecter le secret professionnel. Donc, un dossier, en tout cas, auprès d'un client qui, moi, était un client que je ne pouvais pas imaginer être quelqu'un avec qui j'allais travailler. Et il m'a dit, vous ne travaillerez pas dessus. Mais pour moi, c'était insupportable. Alors, j'ai dit, je comprends tout à fait, c'est votre cabinet, hein, vous prenez le client que vous voulez. Mais ce jour-là, je me suis dit, un jour, il faut que je puisse décider si je prends ou pas un client. Et donc ça n'allait pas de toute façon, encore une fois, il m'avait dit vous ne travaillerez pas avec, mais je détestais l'idée, c'était quand même un client vraiment particulier, je détestais l'idée que je sois même associée même de loin, parce qu'un jour il y a un arrêt au nom de ce cabinet, qu'on me dise ah bon t'as travaillé pour un cabinet qui travaille pour... Alors c'était pas politique, mais c'était vraiment quelque chose que j'abhorrais. Et voilà, donc ça a joué aussi, et assez vite, voilà, je me suis dit en tout cas,
finalement, je préfère de toute façon avoir mon propre cabinet. Et si j'arrive pas à être avocat au conseil, je préfère avoir mon cabinet comme avocat à la cour que d'être collaborateur finalement toute ma vie. Je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de confort, en tout cas là où j'étais, mais que finalement, il y avait quand même des sacrifices à faire, notamment pour moi, l'idée de ne pas pouvoir être aux commandes, entre guillemets. Il y a un... Parce que c'est la deuxième fois que vous avez un gros déclencheur qui est lié à quelque chose de très connecté à des valeurs, j'ai l'impression. Après le départ de Sciences Po, dans un contexte aussi très lié à des réflexions autour de la discrimination positive, et je pense que ça touche des valeurs sociales et de corps social, etc. Là, quelque chose de lié à la défense de certains types d'intérêts auxquels vous ne vouliez pas être relié. Il y a quelque chose de très lié. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes assez connecté, non Oui, ça c'est vrai. Oui, bah ça, je ne pourrais pas travailler pas en conformité avec mes valeurs. Et d'ailleurs, c'est une raison aussi pour laquelle, je peux y venir tout de suite. Quand on est avocat au conseil, en fait, c'est sur des offices. Ces offices, ils sont créés par le garde des Sceaux. Il y en avait 60. Et depuis 3-4 ans, il y a une réforme en cours qui vise à créer plus d'offices, en fait, de façon, petit à petit, mais voilà, il y a cet objectif. Bon. Et donc moi, j'ai eu en gros, j'ai eu le choix entre m'associer dans un cabinet qui existait et aller sur un nouvel office, nouvellement créé. Et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce nouvel office, c'est parce que je savais que je pourrais là-bas faire vivre mes valeurs au quotidien sans me poser de questions. Je dis pas que ailleurs elles ne vivent pas, mais en tout cas il y aurait pas à batailler pour, et ce serait naturel puisque forcément moi je me suis associée avec quelqu'un dont j'ai d'abord vérifié qu'il partageait toutes mes valeurs voilà. Donc pour moi c'était le plus important, et pour moi l'épanouissement professionnel c'est d'abord effectivement d'être en conformité avec ses valeurs et de ne pas faire de compromission, parce que, en tout cas pour moi, c'est très difficile de ne pas être en ligne droite quoi, avec ce à quoi je crois. Et alors, c'est quoi ces valeurs ? Oula C'est difficile à dire. C'est un peu ce que je vous disais. D'abord, je crois que les avocats conseillers doivent être ouverts. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et le fait de venir ici, pour moi, ça y contribue. Les rapports un peu de travail, c'est-à-dire que moi, j'ai une aversion relative quand même pour ce qui est la hiérarchie. Quand j'étais en dessous, si j'ose dire. Et je ne vais pas changer parce que je pourrais être au-dessus aujourd'hui. Donc pour l'instant, on n'a pas de salariés ni de collaborateurs, mais pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir des rapports, je sais pas, s'intéresser aux gens. Pour moi, d'abord, les gens sont des gens, en fait, des personnes, et pas seulement des opérateurs économiques qui vont m'aider m'aider dans mes dossiers. Donc voilà, pour moi, c'est une aventure humaine un peu. Alors, ça paraît un peu bête de dire ça, mais je le vois comme ça. Et voilà, je me suis dit, j'aimerais que le cabinet dans lequel je suis porte ses valeurs. Après, il y a aussi tout ce qui est le rapport avec le client, de la transparence vis-à-vis de lui. Pour moi aussi, les avocats au conseil sont un peu, par l'effet de la nature de leur fonction, un peu éloignés des gens, parce que nous, on travaille sur des dossiers, en fait. Les cours de justice, les cours suprêmes, ne jugent pas les litiges, elles jugent les arrêts. Donc c'est vrai qu'on est un peu déconnecté, parfois un peu des personnes, etc. Et moi, comme c'est quand même que le rapport humain, c'est quelque chose qui m'intéresse, même si c'est vrai que pour faire un pourvoi en cassation pour un tel dans son problème de bail d'habitation, vraisemblablement le rencontrer n'est pas forcément indispensable. Moi, je trouve ça important, en tout cas, au moins, d'échanger avec lui, etc. Parce que c'est quand même son affaire, même si pour nous, c'est l'arrêt l'affaire, pour la personne, c'est son litige. Enfin, je veux dire, c'est deux réalités, mais qui doivent à un moment se rencontrer un minimum. Donc, et c'est notre rôle aussi d'être pédagogue, parce que je crois qu'aussi, parfois, les juridictions suprêmes sont mal comprises. Disons-le, je pense que le Kidam ne comprend pas la différence entre son litige et l'arrêt. Bah oui, je sais bien, mais c'est à nous de l'expliquer, ça. Et notamment, c'est particulièrement difficile devant la Cour de cassation, où, vous savez, les faits sont cristallisés par l'arrêt. Donc, l'arrêt, la Cour de cassation ne va pas s'intéresser au fond du dossier, elle va s'intéresser à fait, savoir si, avec les faits qu'elle a constatés, elle a bien jugé en droit. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit inlassablement répéter, mais c'est notre rôle, en fait.
Et bon, la plupart le font, je ne dis pas... mais en tout cas, je voulais le faire à ma façon, disons. Et voilà, j'ai trouvé une liberté dans le fait de prendre un nouvel office que forcément je ne pouvais pas avoir ailleurs parce que de toute façon, c'est des grosses structures qui ont plein de process déjà et auxquels vous ne pouvez pas forcément changer grand-chose. Voilà, une liberté de la petite structure aussi. Donc pour en revenir aux valeurs, ouverture, transparence et intérêt sincère pour la personne humaine, que ce soit le client et que ce soit l'opérateur économique, les collaborateurs, quoi. Enfin... Oui, c'est vrai. Et aussi, alors on sait que nous, les affaires nous sont apportées soit par le client directement, soit plus souvent par des correspondants qui sont en fait les avocats à la cour. Et donc ça, je trouve ça d'une richesse immense. On passe notre vie à rencontrer des avocats à la cour. Je trouve que c'est très intéressant, quoi, avec chacun dans leur domaine. Nous, on fait de tout. Eux, ils font souvent quelque chose de plus précis. Donc ils ont beaucoup à nous apporter en termes de technicité, vraiment, de connaissance de la matière, de ces enjeux, etc. Et voilà, je trouve que du coup, l'échange est riche, etc. Après, je prétends pas que notre cabinet soit le seul à porter ces valeurs. Hein. Non, mais on parle du vôtre, là. Ouais, voilà. Et donc, cet avocat vous pousse encore une fois à voir plus loin et vous aussi un petit peu piqué par ces histoires de gouvernail et d'envie de pouvoir mener la barque. Peut-être un jour vous vous dites, ok, je vais m'y mettre et d'où les. Je l'avais toujours un peu en tête. Hein, je m'étais dit, mais en fait, c'est surtout je me sentais pas capable. Hein, sincèrement. Un peu comme quand j'étais. Je me sentais pas capable d'être collaboratrice d'avocat au conseil. Après, je me sentais pas capable d'être avocat au conseil. Je sais pas de quoi je vais pas me sentir capable, mais en tout cas, voilà, il y a toujours l'impression que ça va être difficile devant soi. Et en même temps, l'envie d'y aller, quand même. Je reconnais que j'ai une certaine ambition. Et je crois que c'est aussi ça. C'est que j'avais peur de rater. Un peu d'ego. En me disant, si j'y arrive pas, au cabinet, tout le monde va me dire, alors, t'as pas réussi, etc. Donc, je me suis lancée. Ça s'est bien passé, finalement. J'ai eu les 3 années d'affilée. Et j'ai préparé l'examen du CAPAC que j'ai eu du premier coup, donc ça c'était aussi un mélange de beaucoup de travail, ça vraiment un énorme soutien de mon mari. Sans lui, je n'aurais rien fait de tout ça de toute façon, évidemment, parce qu'il y a quand même eu des week-ends entiers où je travaillais, où lui s'occupait des enfants qui avaient quand j'ai passé le CAPAC, ils avaient peut-être 7 et 5 ans, quoi. Donc jeunes, difficiles, donc je lui en suis éternellement reconnaissante, ça c'est sûr. Et donc je l'ai eu. Et après, j'ai eu la chance de faire un stage au Conseil d'État pendant 6 mois auprès du président des sections du contentieux et au bureau des référés. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Je vous avais dit, j'avais été assistante de justice à la Cour administrative d'appel de Lyon. Donc j'avais vu la juridiction administrative de l'intérieur, juridiction du fond. Et là, j'ai vu le Conseil d'État de l'intérieur. Alors là, c'était vraiment passionnant. Et pareil, je trouve que j'y ai rencontré des gens. Alors évidemment, les gens sont très brillants, mais pas que. J'y ai rencontré des gens aussi humainement incroyables. Et je me suis dit que j'avais de la chance d'être aussi bien entourée professionnellement. Ça doit être un monde tellement feutré, le Conseil d'État. Oui, c'est un monde très feutré, mais qui évolue lui aussi d'ailleurs, qui s'ouvre aussi beaucoup ces 10 dernières années. Il y a vraiment eu une volonté très très forte du Conseil d'État d'apparaître plus dans les médias, de s'ouvrir, d'expliquer. Il y a beaucoup de pédagogie maintenant sur le site du Conseil d'État. Finalement, il est plus fait maintenant pour pas le Kidam, mais en tout cas quelqu'un qui connaît pas. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à retrouver mes arrêts, à retrouver Ariane et tout. Je vois qu'il est pas fait pour moi, le site du Conseil d'État, et c'est plutôt tant mieux. J'ai pas dit ça le premier jour où j'ai découvert, hein, mais aujourd'hui, je me dis que c'est effectivement plutôt tant mieux. Et oui, non, c'est feutré, voilà, il y a des traditions, etc. Mais en tout cas, moi, j'y ai trouvé une grande qualité de travail, vraiment immense même. En tout cas, de ce que j'ai vu moi. C'est quoi pour vous une grande qualité de travail ? C'est beaucoup de collégialité. Et de la part des juges, c'est justifié, mais j'ai beaucoup pensé que nous, voilà, il y a un collaborateur, un associé, il y a un échange à 2, mais finalement 2 c'est très peu sur des dossiers parfois importants, etc. Au Conseil d'État, il y a des séances d'instruction qui sont donc des moments avant l'audience où toute une chambre examine un dossier, une question, chacun peut intervenir, c'est très libre, c'est plus informel qu'un délibéré. Et j'ai vu le souci de la rigueur absolue. Alors, peut-être, moi, je n'aurai jamais ce niveau de rigueur, je pense, mais voilà, la rigueur très, très importante. Et voilà, l'échange, et surtout les chansons. En tout cas, moi, ce qui m'est apparu,
des échanges dépourvus de tout ego. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est d'avoir la meilleure des décisions possibles, la plus fondée juridiquement, etc. Le droit, quoi. Oui, mais vraiment le droit. Et donc, si un jeune rapporteur vient m'apporter un argument auquel j'ai pas pensé, et que moi, j'ai beau être un... Enfin, j'ai trouvé que j'ai été vraiment impressionnée par la capacité à se remettre en cause, que j'ai trouvé remarquable par des gens que je trouve brillant et qui était capable de se dire peut-être qu'un petit jeune a une idée qu'il faut creuser, etc. Et voilà, il y a finalement là-bas, c'est ce qui compte, c'est la qualité de ce qu'on propose, c'est pas qui on est. Enfin, de ce que j'ai vu encore. Non, mais c'est votre sensation après ces 6 mois là-bas. Et donc ça, c'était dans le cadre de la formation ou c'était... En fait, c'est une possibilité. D'ailleurs, j'étais la première à le refaire au Conseil d'État, mais tous les ans, à la Cour de cassation, il y a quelqu'un qui a le CAPAC, qui va, ou l'IFRAC, je ne sais pas s'il faut avoir le CAPAC, j'avoue, je ne sais plus, qui va 6 mois à la Cour de cassation. Donc là, c'est auprès de la première présidence. Donc c'est quelqu'un qui va travailler sur les affaires de chambre mixte, d'assemblée plénière, faire des travaux préparatoires, etc. C'est l'ordre en fait qui nous envoie, qui nous recrute entre guillemets, qui nous envoie. Et moi ça existait avant, mais je sais pas pourquoi ça s'était arrêté au Conseil d'État. Et j'étais la première à reprendre, à la demande du président de la section qui avait des besoins. Et donc j'ai été prise et vraiment ça a été une expérience vraiment extrêmement enrichissante à tout point de vue, quoi. Et donc à la fin de ces 6 mois, vous retournez en collaboration chez votre ancien mentor Non. Parce que lui allait bientôt partir, là finalement il vient de prendre sa retraite, et que j'avais pas d'avenir dans ce cabinet, et que donc pour moi c'était pas forcément intéressant d'y retourner. Donc non, j'ai travaillé en freelance à nouveau, le temps d'attendre, de voir si des offices seraient créés. Puis ils ont été créés. Le temps de bénéficier d'une charge. Et du coup, ces offices, vous avez combien de temps d'attente de freelance Ça a duré, en fait, j'ai repris donc en septembre, parce que j'étais là-bas de janvier à juin au Conseil d'État, et j'ai été nommée en fin mai. Ah ouais, donc c'est tout récent ? Fin mai, pas de cette année, de l'année dernière. Mais oui, c'est tout récent quand même. Ok. Mais non, mais je sais pas. Et donc, 6 mois, quoi. 6 mois de battement, ouais. Pas très agréable. Pas très agréable. J'avais demandé, du coup, c'est comment le freelancing ? Pourtant, je travaillais pour des gens bien, qui me traitaient bien. Mais là, il y avait vraiment la frustration de se dire j'ai le CAPAC, donc j'ai le certificat d'aptitude. Je suis passée devant des magistrats qui ont reconnu que j'étais supposée pouvoir exercer. Et je dois attendre une décision ministérielle, des décisions de l'autorité de la concurrence. Enfin, je me sentais pas maîtresse de mon destin, et c'est quelque chose que je déteste. Et sans savoir si j'allais... Parce qu'ils créaient des offices, mais je savais pas si notre projet, à mon associé et moi, allait... Donc ça fait retenu. Une création d'office par arrêté ministériel. Il y a un arrêt, l'arrêté crée plusieurs offices d'un coup. Ok, et donc et ensuite c'est des dépôts de dossiers. Exactement. D'accord, donc c'est pas comme les notaires où il y a eu du tirage au sort, par exemple. Il n'y a pas de tirage au sort, il y a une commission de classement. D'accord. Donc il faut présenter un projet. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on présente dans ce projet ? Comment ça se structure un projet de... En vrai, il y a quand même une liste de pièces, mais globalement, il faut avoir une sorte de business plan. Mais alors, c'est spécial parce que les autres offices, quand on devient associé quelque part dans un autre office, on achète des parts. Donc il y a tout un plan de financement. Nous, on n'achète rien, on part sans dette, du coup. Si ce n'est éventuellement, voilà, nous par exemple, on a fait un petit emprunt pour la société. Mais en fait, c'est des projections, mais alors honnêtement, c'est des projections qui sont totalement... comment vous dire comme dit mon frère, les business plans n'engagent que ceux qui y croient, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas que pour les avocats au conseil, oui, hein, mais j'ai là, envie de vraiment, dire. parce qu'on n'a pas de clients, on part sans clients. Oui, mais comme beaucoup de toutes petites boîtes qui débutent. Oui, mais en fait, donc on n'est pas avocat au conseil, on peut même pas aller chercher des clients, enfin aller voir un client. Donc vraiment, un jour on est nommé et à partir de là, on est dans un... Oui, peut-être, c'est vrai. En tout cas, plus que les avocats à la cour qui, eux, partent avec une clientèle. C'est ça que je voulais dire, je comparais à ça. Donc on a fait des business plans qui se sont révélés être faux à peu près sur tout. Hein. Mais bon, au moins on les a fait. Et puis nous, on nous avait dit que potentiellement... il fallait quand même qu'on justifie pourquoi on voulait partir à 2 et que ça allait bien quand même, qu'on se connaissait assez, etc. Donc on a fait quelque chose d'un peu pour expliquer pourquoi on voulait aller sur un office nouvellement créé.
Et pourquoi on voulait le faire ensemble. Et alors, pourquoi vous vouliez le faire ensemble ? Parce que c'est toujours pareil, on partage les mêmes valeurs. Et vraiment... Votre associé, vous l'avez rencontré où ? Alors, initialement, il était stagiaire du cabinet où j'étais. J'étais jeune collaboratrice et lui, il était stagiaire. Après, on s'est plus ou moins pas perdu de vue, mais enfin, on se voyait pas régulièrement. Et après, on a fait l'IFRAC ensemble. La conférence, l'IFRAC. On a passé le CAPAC ensemble en faisant un groupe de travail avec une troisième personne qu'on est en train d'essayer d'associer. Enfin, on n'est pas en train d'essayer, on va y arriver. C'est juste que du coup, c'est un peu long, puisque tout passe par la chancellerie, etc. Et voilà, en fait, on n'avait pas spécialement prévu, quand on a passé le CAPAC, de s'associer, même pas du tout. On cherchait un peu chacun de notre côté. Moi, j'avais quand même l'idée que je voulais aller sur un office créé, pour les raisons que je vous ai expliquées. Lui, il était quand même moins, à la base, parti sur cette idée. Enfin, à la base, ça a pas évolué, ça a évolué assez vite. Il a essayé un projet d'association qui s'est pas concrétisé. Et quand on parlait de pourquoi ça se concrétisait pas, etc., on se rendait compte qu'en fait, on voyait la profession de la même façon, on avait envie de travailler de la même façon, etc. Et je sais même pas si c'est lui ou moi un jour, je sais pas comment c'est né, mais d'abord on s'est dit on va se réunir et évoquer tous les sujets qui fâchent pour être sûr que on est bien d'accord sur les choses importantes. Donc alors je vous raconte pas, on a passé une soirée à imaginer si quelqu'un a une grave maladie, et si quelqu'un veut virer quelqu'un et pas l'autre. Enfin on a imaginé à peu près tous les sujets de Discord, l'argent, enfin bon. Voilà, et on s'est rendu compte qu'on arrivait à les résoudre. On a même pensé à prendre quelqu'un pour être médiateur en cas de conflit. Enfin bon bref, on a vraiment voulu, parce que moi j'avais vu des cabinets où ça se passait mal et lui aussi. Et alors autant j'aime ma liberté, autant je détesterais aller le matin au travail en ayant des rapports très conflictuels avec mon associé. Je pense que ça serait même, je ne pourrais pas le supporter. Donc pour moi c'était une forme de risque, l'association, et donc il fallait que ce soit un risque très cadré. Exactement, et c'est totalement le cas. Alors après ça fait 1 an, c'est facile de dire ça, mais j'espère, et on s'est surtout toujours dit que vraiment c'était une question de savoir communiquer, c'est-à-dire à partir du moment où on a à peu près les mêmes grandes idées sur la vie, dès lors qu'on peut communiquer, on devrait à peu près surmonter tout, j'espère. Bah surtout si vous êtes déjà d'accord sur le fait que s'il y a un conflit qui émerge, vous aurez recours à un médiateur pour maintenir la communication, etc. etc. Et d'accord, donc vous montez ce dossier, business plan, association, pourquoi vous deux ? Y a d'autres choses ou... Je vous avoue que je me rappelle même plus du dossier. Parce que c'est intéressant de se dire sur la base, effectivement, sur la base de quoi est-ce qu'ils vont dire à eux on leur donne et pas à Alors, eux quoi. En pratique, bon, on sait pas trop en fait, c'est pas écrit dans le texte les critères de Sympa. choix. Bon, en l'occurrence, il y a eu moins de demandes cette année-là que de. C'est vrai ? Oui. C'est fou. Oui. Parce que ça n'intéresse pas tout le monde en fait, les offices nouvellement créés. Et donc en fait bon, ça on le savait pas quand on a postulé, mais en réalité alors il y a eu aussi je vous passe, mais il y a une histoire de délai, quelqu'un a raté le délai parce que le délai n'était pas clair, donc en fait il y avait 4 places et il y a eu 2 plus 1 ultérieure demande, puis finalement une autre, donc finalement aujourd'hui les 4 sont pourvus, mais en tout cas quand on a postulé il n'y en avait que 2, donc on a été donc la question ne s'est pas posée de savoir comment on allait être classé ou pas, enfin je n'en sais rien à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on a été nommés finalement. Non, mais c'est fou, c'est génial. Du coup, pour nous, ça a été une grande chance parce qu'en plus, on avait quand même à peu près comptabilisé le nombre de gens susceptibles de postuler. Et quand même, il se disait, mais sans certitude, que l'antériorité du CAPAC pourrait jouer en tout cas. Qu'en gros, plus les gens avaient eu le CAPAC depuis longtemps, donc plus ils étaient en attente quand même d'exercer la profession, plus ils seraient prioritaires éventuellement. Bon, en vérité, on ne sait pas. Franchement, je ne sais pas. Il y avait aussi... les bruits, c'était que finalement être une femme, peut-être que c'était quand même favorable, puisque l'un des objectifs des créations d'office, c'est de rajeuniser et de féminiser la profession. Donc on se disait, bon, si on est une femme, peut-être qu'on a un peu plus de chance, etc. Mais en fait, franchement, on ne savait pas. Et voilà, en tout cas, on a su qu'on était nommés, et ça, c'était une grande joie. Ouais. Et donc, une fois qu'on est nommé ? Une fois qu'on est nommé, on commence à exercer. Et alors là, très surprenant, on a très vite commencé à exhercer. On ne savait pas, nous on s'est dit peut-être pendant 6 mois on aura 0 dossier. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas vraiment communiquer et tout. Donc, comment on va chercher ses clients et ses dossiers quand on est avocat au conseil ? Alors quand on l'est, parce que quand on l'était pas encore, c'était un peu la phase difficile, où alors bon, nos très proches, ils le savaient. Mais au-delà, on ne savait même pas si on allait être nommé. Donc on n'avait pas vraiment...
Oui, c'est un espèce de non-statut en fait. Oui, On n'est ni avocat à la cour vraiment, Exactement. ni vraiment avocat au conseil puisqu'on n'a pas de charge. C'est hyper bâtard. Ouais. Et donc bon, en tout cas, une fois qu'on est nommé et que donc débute pour de vrai l'aventure entrepreneuriale comme avocat au conseil, ce qui peut sembler fou de mettre l'un à côté de l'autre ces deux ces deux mots, mais c'est quand même tout à fait ça. Comment est-ce qu'on va chercher ses clients Alors franchement déjà, alors d'abord il faut savoir que les mois de juillet sont toujours des mois importants chez les avocats au conseil parce qu'il y a pas mal de décisions avant l'été. Donc du coup des pourvois en juillet, etc. Donc nous on a commencé vraiment en juillet parce qu'on a été nommé début juin. Et alors là il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai l'impression que tous les gens que je connaissais avaient des pourvois. Mais vraiment c'était très surprenant. Alors en fait pas du tout, mais sur le moment je me disais tiens tel, donc des gens que je connaissais de la fac, etc. Et je sais pas, ça c'était très surprenant. Et vous aviez eu le temps de leur dire à tous que ça y est, vous étiez avocat au conseil, que vous ouvriez votre... alors on l'avait, je crois qu'on l'avait annoncé. Oui, on l'avait, enfin ça se sait en fait. C'est-à-dire, moi, je l'ai annoncé aux proches, mais après, c'est par... Mais on n'a pas fait... On avait la possibilité, par exemple, de faire un courrier, je sais pas comment dire, présentant le cabinet ou je sais pas quoi. Nous, on l'a pas fait parce que c'est toujours pareil. Moi, je crois que rien ne remplace l'humain et que donc envoyer un courrier pour dire à des gens qu'on n'a pas vus depuis 5 ans, au fait, je suis devenu avocat au conseil, je trouve ça même pas très... je sais pas, ça me plairait pas de faire ça, je trouvais ça presque intéressé, etc. Alors que en revanche, les revoir, reprendre de leurs nouvelles, etc. et leur dire qu'on est devenu avocat au conseil, pourquoi pas. Et donc oui, on a surtout un peu réactivé pas réseau, mais nos connaissances, beaucoup de la fac, principalement, même tous les deux. Et puis après, en vérité, comme il y a quand même peu d'offices d'avocat au conseil. Comme en plus on se démarquait un peu de ce point de vue-là, c'est qu'on est une génération un peu différente de la moyenne en tout cas. Donc par exemple, je sais qu'on a des jeunes, des confrères qui ont à peu près notre âge et qui nous ont dit on est content d'avoir des gens du même âge, c'est juste plus facile quoi. Voilà. Donc ça a pas mal joué je pense. Et puis après, je sais pas, bouche à oreille, j'en sais rien. Après on passe au second cercle, après on sait plus d'où viennent les dossiers. Et alors est-ce que vous... Donc j'ai bien compris que vous étiez officiellement compétent sur l'administratif, le civil et le pénal, mais est-ce que vous vous positionnez plus sur un aspect? Est-ce que votre associé et vous avez des domaines de spécialité ou d'intervention privilégiés différents? Quel est votre... Alors, je vais vous parler déjà personnellement. Moi, j'ai vraiment fait avocat au conseil pour faire de tout, parce que j'aime vraiment faire de tout. D'accord, vous n'êtes pas resté une publiciste... Ah non, alors c'est vrai que oui, je vous ai pas dit ça, mais au cours de l'IFRAC, quand j'ai commencé à découvrir d'autres matières, donc j'ai commencé à faire des dossiers dans d'autres matières avec l'avocat au conseil pour qui je travaillais. Et non, moi j'ai vraiment autant de plaisir, voire plus. À un moment, j'en ai vraiment marre de faire du public quand j'étais collaboratrice. Et j'étais très contente de faire du civil et du pénal. J'ai adoré le pénal, j'adore toujours le pénal. Quand j'étais jeune collaboratrice à la cour, j'avais fait l'école de la défense pénale à l'EFB. Et avant de rentrer dans le monde des avocats au conseil, c'était vraiment une piste que je voulais explorer, voir peut-être le pénal un peu parapublic ou des choses comme ça. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et donc j'y suis revenue vraiment beaucoup plus tard, et sous un autre angle, parce qu'évidemment c'est très différent les cassations. Mais moi j'aime faire de tout. Après, de fait, les gens m'identifient plutôt comme publiciste, puisque c'est des gens que j'ai rencontrés dans mes études. Donc, et mon associé a fait aussi des études de droit public. Et lui, dans ses collaborations, il avait fait pas mal de droit du travail, droit public du travail, ça c'est vraiment sa vraie spécialité. On a fait du fiscal tous les deux aussi, on aime ça. Je sais, c'est toujours étonnant. Mais tous les deux, chacun de notre côté, on s'est mis au fiscal. Et tous les deux, c'est vraiment un domaine qu'on voudrait développer au cabinet. On a pas mal de dossiers. Le fiscal, c'est formidable. C'est Dites-nous. C'est un domaine à la croisée des droits, déjà. Souvent, on fait du droit civil, du droit des sociétés, du droit public, évidemment, du contentieux administratif. Il y a beaucoup... alors, ça, c'est vraiment la cassation. Il y a beaucoup de notions contrôlées. C'est-à-dire que les juridictions suprêmes laissent au pouvoir souverain des juges du fond un certain nombre de qualifications, notamment. Et en fiscal, il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées. Donc, c'est des matières où on peut essayer de faire des pourvois. Il y a beaucoup de droits de l'Union, il y a beaucoup de droits constitutionnels, il y a beaucoup de questions prioritaires de constitutionnalité dans la matière. C'est une matière très riche, vraiment. Et je sais que je la détestais à la fac. Donc,
En tout cas, sous cet angle, vraiment, moi, je l'apprécie beaucoup, lui aussi. Et après, non, on fait quand même aussi du droit des obligations classique, du droit pénal. Mais là aussi, on a quand même une orientation un peu pénale parapublique du fait, en fait, des gens qu'on connaît. Et l'arrivée de notre troisième associée, c'est aussi pour ça, c'est qu'elle est vraiment, elle, en tout cas, perçue comme privatiste. Elle n'est pas que perçue, c'est une excellente privatiste. Mais et surtout, elle partage nos valeurs, évidemment. Mais en tout cas, elle a ce plus par rapport à nous, qui sommes vraiment identifiés quand même pas mal comme publicistes. Euh, Ce qui est bien aussi, hein. Moi j'ai des très beaux dossiers de droit public et je suis très contente. Contrairement quand j'étais collaboratrice, j'en avais vraiment marre quand je ne faisais que ça. Maintenant que je fais de tout, je suis très contente quand j'ai des dossiers de droit public. Et ok, et donc vous dites que un début qui s'est étonnamment bien passé parce qu'en fait à la faveur du mois de juillet et puis voilà par une sorte de magie de lancement et en plus à une période où il se passe beaucoup de choses, vous avez eu plein de pourvois, donc ça vous a ça a été un petit peu un bon coup d'accélérateur, enfin pas d'accélérateur mais un bon lancement, une bonne fusée de lancement. Et ça s'est poursuivi. Enfin, oui, jusqu'à la crise sanitaire, tout allait bien. Ouais. Non, on a eu franchement beaucoup de chance, hein, moi j'estime. Alors c'est pas que de la chance évidemment, mais globalement, on était sur un nuage. Hein. On s'entend super bien, les dossiers rentraient, on commence à faire des belles affaires. On relie chacun ce qu'on fait l'un l'autre. Parce que, comme je vous ai dit, pour moi c'est toujours très important d'être collégial et de pas être seul face à un dossier. Et quand bien même maintenant on est avocat au conseil et que donc oui, on peut faire tout seul un dossier évidemment, on se rend compte à chaque fois quasiment que c'est très très bien de le faire à deux quand même, parce que ce qu'on fait est mieux que ce qu'on aurait fait chacun seul. Et on avait peur aussi des égos de chacun, et si je lui dis qu'il faudrait plutôt écrire comme ça, est-ce que ça pareil, il n'y a eu aucune difficulté, tout a été fluide, tout a été simple. Parce que c'est une chose de faire son pacte d'associés quand on est dans le projet, autour d'un café ou d'un verre de vin, et qu'on se dit, bon, ok, alors s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a tout ce côté bonnes intentions, et bien évidemment qu'on part sur une logique de bonne intelligence, et que tout ça, c'est autre chose quand c'est en situation, dans le dur, avec tout l'émotionnel, genre vraiment à vif et tout ça, et que là, à ce moment-là, ça se passe aussi bien. Donc vous, il y a eu cette espèce de satisfaction et de soulagement de voir que c'était pas que des jolis mots, la collégialité, le fait de pouvoir faire des suggestions, etc. J'avais pas vraiment de crainte, mais ça a été honnêtement, l'exercice de la profession jusqu'à la crise a été au-delà de mes espérances à tous égards, quoi. Vraiment, je sais pas, tout était mieux que ce que j'avais imaginé, quoi. On avait effectivement plus facilement des clients. Notre rapport était vraiment d'une facilité, lui et moi, incroyable, vraiment. On a eu des petits sujets, hein, justement, des clauses de conscience, pas de clauses de conscience. Cette fameuse question s'est renouvelée. Et je me suis rendu compte bizarrement alors, on n'était pas sur les mêmes sujets. Donc, je pense que sur le même sujet, j'aurais eu la même réaction en disant dans le cabinet, on va pas prendre. Je ne suis pas devenue avocat au conseil pour finalement prendre ce que j'aurais pas pris. Mais en revanche, sur des clients que moi, j'aurais pas forcément voulu prendre, lui, ça lui pose parfois moins de soucis et ça ne me dérange pas que lui le fasse. Et donc là, l'espèce d'entité, c'est. Enfin, vous êtes un peu assoupli de ce point de vue-là, parce que vous disiez tout à l'heure. Cette histoire de gouvernail ou juste l'association même au nom de la structure, etc. etc. Alors c'est quand même pas le même client. Je pense que sur le même client vraiment. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on s'est dites, que si l'un de nous deux voulait mettre un veto, évidemment il y avait un droit de veto et voilà, on ne prendrait pas un client que l'autre ne veut pas voir dans la structure. Pour moi c'était un veto important, hein, parce que c'était une des raisons pour lesquelles j'étais devenue avocat au conseil. Mais oui, dans tout s'est bien passé. Et puis il y a eu la crise. Alors la crise. Et alors ça a été vraiment la mise à l'arrêt, puisque alors nous c'est assez simple, c'est que les juges du fond s'étant mis à l'arrêt et ne sortant plus de décision, s'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de pourvoi. On a été relativement épargné par le fait que du coup, comme on était publiciste, il y avait quand même des référés, donc il y avait quand même un peu de dossiers. Ça nous a aussi permis de voir comment ça se passait entre nous quand c'est un peu plus difficile, évidemment. Et alors ça se passe toujours aussi bien. Ok. On avait notre projet d'associer donc cette troisième personne, et qui évidemment a été interrogé par la crise, mais on s'est dit on sera plus fort à trois pour affronter. On s'est dit que finalement les raisons pour lesquelles on voulait s'associer n'étaient pas modifiées par la crise. De toute façon c'était tout récent, hein, comme projet, ça s'est fait quasiment pendant la crise en fait. Et on a eu un petit peu peur pour l'avenir quand même, tout en se disant on n'est pas très endetté, c'est déjà ça. Après moi je suis d'une nature très optimiste, très confiante.
Donc voilà, je me suis dit... Sauf en vous. Voilà. En vrai, les gens ils vont rire s'ils m'entendent parce que je suis pas sûre que ce soit l'image que je dégage au quotidien. Je pense que les gens croient que je suis très sûre de moi, etc. Oui, mais bon, le fleur d'avocat est là pour... faire les confidences, mais je pense que certains vont rire, y compris, je suis pas sûre que mon associé ne rigole pas en entendant tout ça, mais en tout cas, disons que moi, si je vois les choses positivement, je me dis qu'avec des mois très difficiles qui devraient quand même pas revenir aussi difficilement, on a réussi à avoir la tête hors de l'eau, alors difficilement, mais quand même. Donc je me dis que ça ne peut aller que mieux, et le peu de retour qu'on a depuis, on n'a pas beaucoup de distance, mais ça va déjà un peu mieux. Donc je pense que les choses vont s'améliorer et que ça devrait aller. Et on avait été très prudents financièrement. Donc on s'était pas versé énormément en se disant on sait jamais. Alors, on n'avait pas imaginé ça quand même. Mais moi en tout cas ça m'a appris ça. J'étais jeune pour l'apprendre comme dirigeant d'entreprise entre guillemets, mais l'avenir est vraiment incertain, quoi. Et donc c'est une chose à prendre en considération en réalité, ça pour le coup. Dans sa trésor et dans sa gestion financière. Je pense que ça nous a donné des leçons, mais pour le coup on n'avait pas fait des mauvais choix avant, donc, et ça nous a bien aidé. Et là non, ça va globalement, et je vais bientôt revenir sur un nuage. Ouais. J'espère. Et est-ce que ça aussi inclut des réflexions plus liées à la méthode de travail, au rythme, des réflexions plus presque existentielles et structurelles, au-delà de l'aspect très financier, managérial Alors pas trop, parce que comme on n'avait pas déjà en fait une façon de travailler très ancienne, ça n'a pas remis en cause des choses, etc. Non, pour tout vous dire, je vous ai dit que j'étais un vrai oracle. C'est que nous, on a signé un bail le 12 mars pour des nouveaux locaux, juste avant le confinement, pour s'agrandir. Enfin voilà, on était parti dans une optique vraiment d'évolution favorable, avec des recrutements en vue, etc. Déjà... on avait ce bail qu'on aurait préféré signer finalement en juin, certainement. Mais enfin, on n'a pas changé d'avis du fait qu'on veut évoluer et pouvoir recruter dès que ce sera possible, et dès qu'on on aura un peu de visibilité quand même. Non, si ce n'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, en tout cas quand on n'a pas les enfants, on peut travailler un peu plus à la maison que ce qu'on avait peut-être imaginé. Après, c'est un métier où, de toute façon, même quand on est collaborateur d'avocat au conseil, etc., souvent on est assez libre quand même. On s'organise pas mal comme on veut, et ça on s'était dit comme avocat au conseil que sous réserve des exigences d'audience et qu'il faille les concevoir régulièrement pour faire des réunions ensemble, chacun était libre de faire ce qu'il voulait de ses journées. Je vous ai dit, je suis très très attachée à la liberté. Pour moi c'était très important de ne pas avoir à m'expliquer sur le fait pourquoi je suis pas là tel jour. Moi j'ai mes enfants dont je souhaite m'occuper le vendredi après-midi par exemple, et ça c'était dans nos discussions, ça a été un point qui d'ailleurs ne l'a pas du tout embêté. Je voulais avoir un après-midi par semaine consacré à mes enfants, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis allée sur un office nouvellement créé, c'est que les charges existantes, elles demandent un investissement qui est différent quand même, ce qui est normal, et moi cet investissement à ce stade de ma vie, je n'avais pas envie de le donner. Ils ont quel âge maintenant, vos enfants ? Mes enfants, donc j'ai mon beau-fils qui a 15 ans, celui pour lequel je suis venue vivre à Paris, et mes deux enfants ils ont 9 et 7 bientôt. Donc ils ont grandi un peu. Donc vous en profitez les vendredis après-midi et les week-ends, bien évidemment. Mais... Alors, du coup, là, je ne dirais pas le terme profiter, puisque je les ai subis pendant 3 mois à la maison. Mais j'espère que l'année prochaine, si je retourne à l'école normalement, oui, ce soit des moments plus faciles. Parce qu'évidemment, là, il a fallu gérer le télétravail. Alors, comme les juridictions étaient à l'arrêt, nous-mêmes, on était quand même un peu en sous-activité. Mais il n'empêche, mon associé a été super là aussi. Il a été très compréhensif. Moi, j'étais quand même pas très présente. Et il a beaucoup géré tout seul. Les mails qui arrivaient, etc. Moi, pendant des heures, j'étais avec mes enfants, je pouvais pas les voir arriver, les urgences et tout. Il a tout géré, il a été formidable. Et si bien que, oui, non, j'espère que dans une configuration normale, oui, je profiterai de comme je le souhaite. Ouais. C'est quoi la notion du temps quand on est avocat au conseil ? Est-ce qu'il y a autant de... Alors, bien évidemment, il y a des délais de pourvoi, etc. Mais est-ce qu'il y a autant cette logique d'être tout le temps, constamment, entre les délais, les trucs, les machins. Est-ce que la notion du temps est la même que quand on est avocat normal ? Alors, elle est un peu différente sur un point. Alors, elle est la même au sens où moi, je dis toujours qu'on fait partie des rares professions, avocat à la cour, avocat au conseil, où on ne peut pas reporter d'un jour certaines choses. C'est-à-dire que, je sais pas, les travaux, ça dure plus longtemps que prévu.
Quand on va voir, je sais pas, n'importe qui, en fait, quasiment tous les... Alors, j'ai pas réussi encore à réfléchir à d'autres professions où il y avait vraiment cette notion, même les magistrats, pour le coup, s'ils peuvent pas rendre une décision, bah, ils vont la reporter. On est vraiment une des rares professions où un jour, c'est un jour. Donc, si on est malade, on a la grippe ce jour-là, bah tant pis. Donc, d'ailleurs, c'est moi une des raisons pour lesquelles je voulais m'associer. Je voulais pouvoir compter sur quelqu'un quand je suis en vacances, pouvoir être malade sans avoir l'impression que si mourante, je dois aller à l'audience malgré tout, etc. Et donc, il y a ces délais stricts, voilà. En revanche, c'est un temps plus long parce que les délais de pourvoi déjà sont de 2 mois. Ensuite, il y a des délais pour faire des mémoires qui sont variables entre 3 et 4 mois. Puis, il y a des défenses de 2 mois. Grosso modo, les délais normaux des affaires normales, c'est assez long, c'est du temps long. Donc, on a le temps de s'organiser, de faire des listes en disant je vais faire ça avant ça, etc. En revanche, quand on fait notamment du public, il y a pas mal de référés. Et les référés, pour le coup, ça désorganise complètement. Et ça peut être des référés au Conseil d'État. On a des permanences de référés, par exemple. Les avocats au conseil. Donc là, on est saisi le jour pour le lendemain. Donc, mais ça reste minoritaire dans l'activité. Normalement, on est censé pouvoir mieux s'organiser parce que voilà, on a des délais longs. En vérité, c'est assez variable quand même, le rythme, par exemple, selon les cabinets. Il y a vraiment des cabinets où les gens travaillent beaucoup, d'autres moins. Les collaborateurs, je veux dire, il y en a qui sont un peu sous pression, entre guillemets. Il y en a qui veulent pas du tout l'être et souvent ils se font du coup payer au dossier pour d'abord pouvoir faire d'autres choses à côté et surtout qu'il n'y ait pas ni perdant ni gagnant, quoi. Si on travaille au dossier, si on est payé dossier par dossier, bah, au moins on est libre de dire je veux pas travailler tel jour, etc. Ça offre aussi une liberté. Ça a ses contraintes mais aussi ses libertés. Et donc je dirais non, je pense quand même, et c'était une des raisons quand je vous disais j'ai trouvé le métier idéal, notamment je trouvais qu'il y avait quand même moins de pression. Et alors peut-être aussi parce qu'on a moins de dossiers que d'autres cabinets, je sais pas. En tout cas, notre exercice est pour le moment. Ouais, voilà. Et comment est-ce que vous entrevoyez, alors c'est un début d'entreprise, donc forcément ce que j'entends c'est quand même des espoirs et des bons espoirs de développement. Oui. Donc vous entrevoyez plutôt un avenir de structure structurée, quoi. Alors pas trop non plus quand même. Alors structuré si, ça il faut. Mais alors je sais pas si on choisit vraiment la taille critique qu'on veut atteindre et à un moment si on peut arrêter les choses entre guillemets, je sais pas. Mais moi mon ambition n'est pas d'être un très gros cabinet. C'est quoi votre cabinet idéal? En termes de taille? De taille, de contenu, de rythme, de... Comment dire? Je sais pas. Franchement, un cabinet où... non, franchement, je dirais ça, moi. Un cabinet où les gens sont contents d'aller le matin, sont contents de partir le soir, ont une vie à côté, font du travail intéressant et n'ont pas d'ego quand on échange sur le fond des dossiers, ont à cœur de faire le mieux possible pour le client. Je dirais pas qu'il faut forcément... en plus, quand je décris ça, j'ai l'impression que je dis il faut être une grande famille ou quoi. Il ne s'agit pas d'avoir des rapports d'amitié ni rien, forcément, mais en tout cas d'avoir des rapports sains et d'être fier du travail qu'on rend, d'avoir une bonne réputation auprès des juridictions, auprès des clients, d'être reconnu comme étant sérieux. Voilà, c'est plutôt ça que une organisation précise, une localisation, un lieu, des gens, je sais pas, ça se présente en fait, c'est des occasions, les personnes, les recrutements. Mais voilà, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on travaille bien en étant bien soi-même, quoi. Si on arrive à ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et sur cette histoire de confiance en vous, alors très paradoxale parce que vous dites que de l'extérieur, les gens peuvent penser que vous en avez beaucoup et vous savez que même si vous êtes ambitieuse, en tout cas, vous avez pu vous laisser un peu mettre des barrières internes qui ont été levées par manifestement les personnes avec qui vous avez eu le plaisir de travailler, donc votre première associée, enfin votre première patronne et ensuite votre troisième patron. Quel est votre rapport à votre confiance en vous maintenant aujourd'hui? C'est difficile à dire parce que, par exemple, je sais pas si je devrais dire ça, mais quand je vais au Conseil d'État, donc j'y vais régulièrement pour plaider,
je suis quand même fébrile encore, quoi. Alors peut-être qu'on l'est toujours, hein. Peut-être que c'est comme le trac et ça c'est lié au talent, mais je sais pas. Mais voilà, je me sens. Alors même que comme j'ai gagné la conférence du stage, j'ai fait un discours en salle d'assemblée générale au Conseil d'État devant le président de toutes les grandes juridictions européennes, françaises. Enfin voilà, c'était autrement plus impressionnant qu'une audience voilà, de tous les jours. Et pourtant, j'étais plus à l'aise ce jour-là, qui était un grand jour professionnellement pour moi. Et ça m'a quand même donné de la confiance, ça, pour le coup, parce que ça s'est bien passé, que j'ai été très félicitée, et que c'était un moment très agréable et que j'ai adoré en plus, parce que j'ai fait un truc un peu drôle, un peu, mais du coup, j'avais trouvé ça formidable de faire rigoler des magistrats et tout. Et voilà, j'ai toujours quand même, je sais pas, non, je pense que c'est un mélange, franchement, du fait que je suis une femme. Je suis sûre que ça joue quand même un peu dans la confiance que je peux avoir, et de la jeunesse dans la profession, ce qui pour le coup est légitime. C'est-à-dire que j'espère que dans 10 ans, quand je prendrai la parole au Conseil d'État, je serai un tout petit peu plus sereine. Là, bientôt, je vais aller à la chambre criminelle. J'espère aussi que, voilà, je pense qu'il faut travailler sur soi-même. Et je pense que le fait d'avoir compris qu'il se jouait quelque chose du fait que j'étais une femme dedans, et c'est très récent ça que je l'ai compris, déjà ça ouvre des portes de se dire que c'est lié à ça un peu aussi. À quelle occasion vous l'avez compris? Je peux pas te dater, mais voilà, je me suis beaucoup intéressée ces dernières années au féminisme, etc. Et notamment, bizarrement, parce que j'ai des garçons et que je me suis un peu interrogée sur la façon dont je pouvais les élever pour qu'eux ne reproduisent pas trop de stéréotypes de genre, etc. Et je sais pas, à force de lire qu'il y a ce syndrome de l'imposture, etc. Moi, au début, je me suis dit, non, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai remporté des trucs de plaidoirie. Par exemple, là, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, que les femmes ont du mal à prendre la parole en public dans ces concours-là, que même en termes de recrutement, il y a plus d'hommes souvent. Voilà. Et moi, je me suis dit, j'ai pas tout ça, etc. Mais je sais pas, je soupçonne quand même que, pour m'être dit à chaque fois, c'est trop haut pour moi, je suis pas sûre que si j'avais été un garçon, j'aurais pensé à chaque fois que c'était peut-être trop haut pour moi. Peut-être que je me trompe, hein, mais je sais pas. Je suis pas sûre que j'ai eu les mêmes ambitions que si j'avais été un garçon même. Par exemple, j'étais très très matheuse, moi. Et j'ai quand même fait une filière littéraire, parce que ça m'intéressait la philosophie et tout, mais bon, j'aimais pas la physique et la bio, ce qui quand même rendait un peu difficile de faire des études scientifiques. Mais je pense que je me suis aussi orientée vers des professions journalistes, RH, qui quand même, dans mon inconscient à moi, étaient peut-être plus destinées à ce que j'étais, quoi. Après, je regrette pas, hein. Aujourd'hui, je suis très contente. Et puis, avocat au conseil, c'est plutôt encore assez masculin. Donc, je suis plutôt contente de féminiser un tout petit peu la profession. Oui, ça, après, c'est les réflexions et les constats et les conclusions de la sociologie. On en revient à ça plus. Mais d'accord, donc en fait, une réflexion qui a émergé initialement d'un intérêt pour une éducation de vos fils. Dans cette, c'est intéressant de voir ce qui déclenche. Je lisais hier un article d'une entrepreneuse qui disait comment est-ce que... qui parle du fait que seuls, je crois que c'est 2% des levées de fonds bénéficient à des entrepreneuses. Donc c'est un chiffre, c'est dramatique, effarant. Et je pense que c'est aussi, c'est à la fois parce que les investisseurs sont majoritairement des hommes, issus de systèmes qui recrutent majoritairement des hommes. Et là, on parle même pas de diversité. De couleur de peau, enfin voilà. Mais et je pense que c'est aussi lié au fait que on a des réflexes, on pense beaucoup plus petit. Moi, j'en suis un exemple pur et je m'en rends compte maintenant et ça fait 1 an et demi maintenant, on va dire 1 an plus que je suis dans une logique vraiment entrepreneuriale avec L'Heure d'Avocat. Mais c'est vrai que très progressivement, je m'ouvre à quelque chose de moins petit. C'est-à-dire de me dire, ok, non, mais je peux peut-être lever des fonds, je peux peut-être faire financer aussi en partie par la banque, et puis peut-être qu'il y aura d'autres modes de financement, et pas juste être dans une logique de, ok, donc avec ce que je peux mettre de côté, de ce que je gagne, je peux un petit peu réinvestir. Mais en fait, clairement, on va pas très loin comme ça. On va pas très loin parce que en fait, ce qu'il faut dégager, ne serait-ce que pour pouvoir embaucher quelqu'un, et donc c'est me rendre compte de ça et de me dire mais comment font les boîtes qui commencent et qui tout de suite peuvent recruter et tout, alors qu'au début,
Et donc, tout ça pour dire, on s'en fout par rapport à Fleur d'Avocat, mais c'est vrai que le sujet sur d'où ça part, le fait de penser petit et de se dire non, mais avec mon petit mérite, je vais dégager un petit peu d'argent que je vais pouvoir réinvestir. Enfin, une espèce de petite logique de fourmi de La Fontaine, quoi. Mais ouais, ok. Mais je pense, hein, et je dis, c'est un système, etc. Mais je pense que chaque femme, elle a et chaque homme d'ailleurs, a sa responsabilité là-dedans et chacun doit s'interroger sur Ah oui, bah, clairement. quand on est un investisseur, qui est-ce que j'aide, et quand on est à la recherche d'investissement, comment je fais pour dépasser ces barrières que peut-être on m'a mises, mais qu'à un moment, bon, on est tous des adultes quand même, c'est aussi à moi de les dépasser, quoi. Ah oui, bah clairement. Bah, de toute façon, je veux dire, Fleur d'Avocat, c'est toute l'histoire des formations Fleur d'Avocat. Hein. C'est de dire, ben oui, il y a plein de choses qui sont structurelles, le milieu d'avocat qui fonctionne comme ça, les problèmes de management, les trucs, les machins, et puis ensuite il y a les trucs de société et tout. Bon, et puis on peut aussi travailler sur soi, et d'où les différentes formations, et notamment la formation sur la confiance en soi, où j'ai majoritairement des clientes et qui viennent avec des trucs qui sont des trucs dont on peut travailler, qui sont des histoires de, oui, effectivement, de représentation personnelle, voilà, de plein de choses, et qui en sortent transformées, donc qui en sortent avec un autre regard sur elles-mêmes. Enfin voilà, après c'est un travail sur le long terme. Moi je me fais coacher depuis 1 an et demi. C'est sûr que ça fait casser beaucoup de barrières au fur et à mesure de travailler sur soi et de poser un autre regard donc oui, non, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin voilà, c'est une dialectique. Et d'ailleurs, en parlant de travail sur soi, de valeurs, etc. Est-ce que c'est resté cette préoccupation pour une certaine égalité sociale, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce que... Alors bon, à mon petit niveau, déjà, après les attentats, j'ai rejoint la réserve citoyenne de l'éducation nationale, Ouais. qui est je sais pas si vous voyez ce que Non. c'est. En fait, on a appelé des gens, il y a eu un appel à candidature, quoi, pour dire, est-ce que vous souhaitez, en fait, il s'agissait d'être volontaire, plutôt, pour pouvoir intervenir dans les différents, je sais pas s'il y a à l'école, mais en tout cas collège et lycée au moins, pour parler de droit, des institutions, faire connaître. Il y avait l'idée un peu qu'il fallait un petit peu essayer de renouer le vivre ensemble, etc. Et moi, je me sentais très impuissante face aux attentats, je suis un peu comme tout le monde. Et je me suis dit, bon, je vais pas faire grand-chose à ça, mais si je peux simplement... Enfin, disons que ça a été plutôt le moment où ça s'est déclenché, que je me suis dit, ça serait bien que j'aille expliquer ce que c'est le droit à certains jeunes, etc. Et donc, j'ai participé à ça, et ce qui m'a fait participer à des ateliers, des conférences, il y a aussi un lycée qui organisait un festival de films où on parlait d'un film sur un thème un peu judiciaire et après on discutait, etc. Et c'est quand même plutôt dans des zones défavorisées. Pas que, mais pour le coup, quand c'était pas défavorisé, je me disais que c'était peut-être pas indispensable que j'y aille et qu'ils trouveraient de toute façon dans les parents d'élèves ou autres, voilà, des avocats ou autres. Et donc j'ai eu des échanges qui étaient intéressants pour moi et pour eux, enfin j'espère, mais c'est vrai que là je le dis de ce côté-là. Et je me dis, bon, alors c'est rien, hein, c'est pas ça qui va changer ni la destinée de quelqu'un, ni encore moins la destinée de ce pays. Mais en tout cas, je me disais, aller expliquer ce que c'est les droits de l'homme, aller expliquer ce que c'est le harcèlement aussi. Parce que, alors, moi j'ai été très surprise et ça m'a vraiment. Et ça a été comme une claque d'entendre. Parce qu'en gros, j'expliquais quelque chose, par exemple, j'expliquais un peu la justice, etc. Et après, je faisais des libres questions sur la justice en général, etc. Et j'étais vraiment choquée du nombre d'élèves qui parlaient de problèmes de harcèlement sexuel, viol. Il y avait une sorte de violence inouïe que je percevais dans les questions, dans les histoires, c'est vraiment, ça m'a vraiment choquée. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer du coup comment ça fonctionnait, au moins en droit après. Et voilà, des violences aussi un peu sociales. On voit que, enfin voilà, moi, mes enfants, ils vivent dans des quartiers aisés, etc. Et je me rends bien compte qu'ils n'ont pas la même vie, pas la même. Et bon, c'est vraiment quelque chose que je crois qu'on a un devoir. Alors moi, je suis pas spécialement née dans des beaux quartiers ni rien, mais en tout cas, on a un devoir quand on a un petit peu réussi d'essayer de permettre à tous d'avoir un petit peu plus de chances de réussir. Et je me dis que si un jour je fais des recrutements, j'aurai certainement toujours l'idée de la discrimination positive en tête. Parce que je pense que, y compris dans ce milieu, enfin, milieu avocat, etc., je soupçonne qu'il y a peut-être quand même un peu moins de discrimination que dans l'entreprise classique, parce que c'est tellement des métiers de performance que finalement, quelqu'un qui est bon
Alors sauf par exemple racisme avéré ou quoi, mais quelqu'un qui est bon, je me dis il y a un tel rapport finalement à la Oui, mais avant de voir qu'il est bon, oui, il faut le recruter. recevoir, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je soupçonne quand même que, bon, peut-être que je me trompe, qu'il y a peut-être un peu moins de discrimination, mais en tout cas, il y en a beaucoup, et trop de toute façon. Et donc, je me dis que j'aurai ça en tête, en tout cas, le jour où je recruterai. Alors, après, c'est à compétence égale. Hein. Il ne s'agit pas, évidemment, de favoriser. Mais je saurais aussi reconnaître certaines compétences qui ne sont pas forcément celles qu'on voit sur un CV, quoi. Pour moi, les gens qui font diverses... Je vous entendais récemment parler des LLM, etc. Pour moi, ça dit juste qu'ils ont les bons plans et les bons réseaux et que c'est certainement des bons élèves, mais c'est pas absolument des critères pour moi. Je pense que y a plein de choses qui s'apprennent hors des études, quoi. Donc, non, j'ai toujours ça en tête et je me dis toujours effectivement que j'ai ça en tête. Après, j'ai mes enfants et mon travail. Oui, non, mais bien sûr, Non, mais je voudrais y consacrer du temps, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais et ne serait-ce qu'aller expliquer ce que c'est mon métier dans des endroits où certainement c'est quelque chose qu'on n'envisage même pas. Je pense que c'est important de donner des horizons. Après, ils peuvent être. C'est toujours cette histoire de l'Everest et du Mont Blanc. Alors, je sais pas quel aurait été mon Mont Blanc d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment très important. Je pense que les gens arrivent à se projeter au-delà de leurs propres limites, et les limites, elles sont, quand on est une femme, elles sont beaucoup aussi sociales. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez un nouvel Everest ? J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal l'entreprise, mais je le pose quand même la question. Non, franchement, j'ai l'impression d'être le champion qui est arrivé et qui a eu sa médaille d'or, il sait plus ce qu'il a devant lui. Non, franchement, maintenant mon Everest, c'est de réussir à combiner bien cet exercice professionnel et ma vie de famille. Voilà, non, franchement, j'ai envie de dire que c'est un Everest de maintenir cet équilibre d'aujourd'hui longtemps. C'est ça qui me semble difficile, mais j'y travaille en tout cas. Et quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie, c'est le temps passé avec mon mari, parce que mes 2 enfants sont en colo, et que du coup on a passé un peu de temps tous les deux, et c'était très bien. C'est rare, et ces moments-là, ils sont rares et donc précieux. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? J'espère que j'ai gardé un peu de ce que j'étais enfant, en fait. Et peut-être ce rapport aux valeurs. Moi, j'avais vachement de mal à grandir quand j'étais notamment ado. J'avais hyper peur de devenir adulte, et je me rappelle très bien. Alors, c'est très drôle, parce que j'avais une copine et on disait, oh là là, le jour où on paiera des impôts et on remplira des bordereaux, ça sera la fin de notre vie, quoi. Alors, quand on est avocat, on fait des bordereaux tout le temps, des bordereaux de pièces. Et je sais pas, ça m'angoissait. J'avais l'impression que devenir adulte, c'était renoncer à tout ce qu'on était, devoir faire des compromissions tout le temps, etc. Et donc, j'espère que je me suis pas trop trahie. Voilà. J'espère que c'est ça qui reste. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci à vous.